Bienvenue dans Planète Daron, le podcast belge qui lève le voile sur les réalités des parents. Alors dans ce podcast, nous n'avons qu'une seule mission, informer à travers des expériences de vie, avec comme valeur principale la transmission. Alors accrochez-vous parce que ça décoiffe sur cette merveilleuse et périlleuse planète des darons. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Axel Balieu. J'ai fondé ce podcast en février 2023, après avoir vécu un immense bouleversement à la naissance de mon fils. Et dans mon autre vie, je suis responsable des campagnes publicitaires pour mes clients dans une agence média à Bruxelles. Abonnez-vous pour ne rien rater sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube et sur TikTok. Je suis hyper ravie de vivre cette aventure avec vous. Dans l'épisode 38, j'ai l'honneur de vous partager l'histoire de Simon Gérard, que vous connaissez déjà sûrement toutes et tous, puisqu'il est plus connu sous le nom de « un mec presque pas connu » sur les réseaux. Et si vous suivez les vlogs de Jill, Silent Jill, vous l'avez sans doute vu à ses côtés, puisqu'il est son amoureux. Simon est papa, mais avant de débuter sa carrière de daron, il a été beau-papa de 3 enfants. C'est ce parcours particulier que vous allez découvrir. C'est son contexte familial, ses expériences de vie qui lui permet aujourd'hui d'être un homme d'une sincérité rare, prêt à se livrer sans filtre. Dans cet épisode, il nous raconte son enfance, ses rêves et comment il a rencontré Jill, en nous dévoilant aussi ses doutes et les red flags qu'il avait perçus avant de se lancer cœurs et âme dans cette nouvelle aventure, avec cette fameuse attitude assez relaxe qui le caractérise si bien. Au fil de cet épisode, vous découvrirez un homme engagé qui place la communication au cœur de sa vie. Il adore transmettre, parler et surtout apprendre. Un homme déconstruit, ouvert sur ses vulnérabilités, qui nous parle des défis de leur métier à deux, de l'équilibre entre travail et famille, avec 4 enfants à gérer en semaine. Mais aussi de ses stratégies pour préserver leur santé mentale pendant les périodes plus intenses de leur quotidien. Simon est un homme qui se remet sans cesse en question, qui embrasse pleinement son rôle de père, de beau-père et d'homme, tout en veillant à ne pas s'oublier dans ce tourbillon. Alors, comment vit-on le rôle de beau-père ? Comment la paternité s'est immiscée précipitamment dans sa vie, avec beaucoup d'amour bien sûr, mais pas que. Et je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bonjour Simon. Salut Axel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, dis. Avec plaisir. Je suis ravie de t'avoir en face de moi. Alors, je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui t'ont vu sur les réseaux. Mais aujourd'hui, on va parler de toi, uniquement de toi et de ta famille, évidemment, de ta paternité. Alors, je dois dire aussi que je vole la séquence de mon mari, parce que dans Planète Daron, on a une nouvelle séquence qui s'appelle « Pourquoi papa ?» Et du coup, on interviewe que des darons. Sauf que le mari est immobilisé, il s'est fait opérer mardi, et du coup, je lui ai volé sa séquence, et je suis ravie de lui avoir volé sa séquence et de pouvoir encapsuler ton histoire aujourd'hui. C'est trop gentil, merci beaucoup. Mais du coup, Simon, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui tu es, donc ce que tu fais dans la vie, et donc où tu habites, ton âge, et de qui est composée ta famille ? Ouais. Alors, je m'appelle Simon Gérard. Gérard étant mon nom de famille, pas mon prénom. Double prénom, toujours un peu compliqué. Ouais. J'ai 33 ans et je viens d'une famille de 4 enfants. Ok. Et aujourd'hui, je suis... je veux dire, père de famille et beau-père de famille de 4 enfants aussi, dont une qui est biologiquement la mienne, et 3 beaux enfants. Ok. Donc, voilà. Ma compagne étant Jill van der Meulen, qui est connue comme créatrice de contenu sous le nom Silent Jill sur les réseaux, sur à peu près tous les réseaux. Hein. Je pense que les gens la connaîtront. Oui, je pense que tout le monde la connaît. Moi, donc voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, j'ai été manager dans la musique pendant 10 ans, plus ou moins, un peu plus de 9 ans. Et depuis janvier 2024, je bosse à temps plein avec Jill, en fait. Ok. Je m'occupe plus ou moins de la même chose que ce que je faisais avant, c'est-à-dire manager. Donc, je gère un peu la carrière de Jill, mais je gère aussi ses collabs, je gère aussi les chaînes YouTube, etc. Donc, on est vraiment à deux dans la société. On bosse vraiment à deux comme un vrai duo, quoi. Okay. Juste qu'elle est plus, on va dire, la façade, la représentante de l'image, la frontline du truc. Je suis un peu plus derrière, même si c'est vrai que j'apparais à gauche, à droite dans des contenus, mais je m'occupe un peu de tout le reste, quoi. Mais ça veut dire quoi, gérer sa carrière ? Je dis gérer sa carrière. En fait, j'ai utilisé une analogie qui était plutôt celle de l'artiste. Moi, j'ai beaucoup bossé en musique. J'ai bossé avec Loïc Notet, notamment, pendant 8 ans. Et là, on est vraiment, quand on parle de manager, c'est vraiment la personne qui est là pour faire en sorte que l'artiste reste concentré sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire son art,
et que tout le reste soit centralisé par le manager. Donc, c'est-à-dire les conversations avec les maisons de disques, avec la presse, avec le tourneur, etc. Et c'est un peu pareil avec les créateurs de contenu, parce qu'il faut quelqu'un pour centraliser un peu tout. Hein. Ouais, C'est tout coordonner. Ouais, c'est une vraie machine à coordonner. À fond. C'est un vrai boulot avec beaucoup d'intervenants différents. Tout à fait. D'autant plus quand tu commences à avoir des rentrées d'argent, etc. Investir ton argent dans des productions qui font travailler beaucoup de gens, Ouais. et aller chercher de l'argent pour financer des projets, Tout à etc. fait. Donc il y a beaucoup de pans de ce métier que les gens connaissent peut-être pas forcément, parce Ouais. qu'eux, ils regardent de manière passive le contenu fini qu'on leur propose, mais il y a beaucoup d'étapes avant, À fond. et je m'occupe à peu près de tout ça, quoi. Mais du coup, ouais, donc toi, tu t'occupes de coordonner tout ça. Est-ce que Ouais. c'était une évidence finalement pour vous de travailler ensemble et... Oui, parce que en fait, de base, donc je bossais dans la musique, mais j'ai toujours eu ce rôle d'agent pour Jill, très Ouais. rapidement. Je dirais 1 an après qu'on soit mis ensemble, je m'occupais déjà de tous ces deals, etc., ces contrats, parce que on a toujours trouvé que fonctionner comme ça, c'était mieux que d'être inscrit en agence, tu vois. Ouais. Elle était chez Webedia, pour ne pas le citer au début, énorme agence en France qui avait à peu près tous les plus gros youtubeurs, créateurs de contenu de France. Et en fait, ça ne nous convenait pas trop. Et vu que moi, ça rejoignait plus ou moins ce que je faisais déjà à côté, c'était naturellement qu'on s'est dit, en fait, moi, je vais reprendre ce pan-là. Puis c'est ton expertise finalement. Mon expertise, le fait que voilà, j'ai l'habitude de faire ce genre de choses, et le fait d'être un peu plus flexible aussi, de ne pas être marié avec une maison à gauche ou à droite, ça nous permet d'aller chercher des collaborateurs un peu partout, tu vois, et de ne pas se dire, en fait, non, je ne peux pas travailler avec vous parce que je suis signé là-bas. Ouais, je trouve qu'on était un peu plus enchaînés quand on était dans ce schéma-là que maintenant, aujourd'hui, on travaille avec tout le monde finalement, et ça se passe super bien. On n'a jamais autant bossé que ces dernières années, donc ouais. Allez, cool. Mais comment tu as rencontré Jill? Alors, c'était un peu particulier. Moi, j'ai bossé du coup dans une boîte de management d'artistes qui s'appelait Vanguard. Je travaillais avec Dimitri Boré, qui était l'ex-manager de Stromae, qui avait plusieurs artistes signés dans son agence Vanguard. Et il s'était séparé de son équipe précédente. Moi, je suis arrivé, je venais de finir mes études. J'avais fait Sciences Po. Donc, j'ai un master en Sciences Po qui n'a rien à voir. Ouais. Et comment t'es arrivé En fait, moi, j'ai toujours fait... pas toujours... Si, presque toujours fait de la musique, parce que j'ai fait l'académie quand j'étais petit, etc. Je faisais du piano. Le chant, ça m'a toujours passionné. Et j'ai eu un groupe pendant 7-8 ans avec des très bons potes. Donc, en fait, la musique, ça a toujours été vraiment une partie centrale de ma vie. Et du coup... Mais aussi intéressé par la politique, alors? En fait, je suis intéressé par trop de choses. Ah, c'est ça. Vraiment. Je suis vraiment le type classique du je fais un truc à fond pendant 6 mois, puis ça m'intéresse moins, je me mets sur un autre truc. Voilà. En fait, j'ai pas un centre d'intérêt précis tout le temps. J'ai plein de centres d'intérêt. J'ai envie de tout connaître, j'ai envie de savoir tout faire. C'est ça le truc. Mais ça marche, parce que tu vois, ça, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, je suis un peu comme ça aussi. Je suis intéressée par plein de choses. J'ai toujours envie d'essayer plein de trucs. Mais du coup, je me sens toujours un peu nulle, tu vois. Je me dis, mais punaise, je sais pas persévérer. Enfin, tu vois. Ouais. Après, moi, je le vois pas trop comme ça parce que, en fait, moi, mon métier, il a toujours été celui du gars qui est au centre de tout. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours trouvé que c'était important de maîtriser vraiment presque toute la chaîne de production. Pas nécessairement être le meilleur dans ça ou le meilleur dans ça, mais au minimum de comprendre comment tout marche, tu vois. Et par exemple, aujourd'hui, vu que je bosse sur les réseaux de manière générale, pas moi en tant que Simon, mais avec Jill, c'est obligatoire, je trouve, de connaître toute la chaîne de production, de savoir comment négocier correctement, quels sont les prix, comment tu peux te vendre, derrière, comment ça marche la production de vidéos, etc. Quelles sont les étapes, je trouve ça super important. Donc, en fait, oui, je suis amené à faire du montage, de l'étalonnage, je suis amené à faire plein de choses qui, de base, m'intéressent beaucoup, parce que c'est un métier que j'ai toujours aimé. Et moi, je tournais des vidéos dans le jardin de mon pote avec mon meilleur ami quand on avait 14-15 ans, tu vois, on se marrait. C'est toujours un truc qui m'a fait kiffer. Moi, je suis arrivé après mes secondaires en me disant, j'ai 2 choix. C'est soit je vais vers le théâtre/cinéma, ce métier-là. Savoir que mes parents sont comédiens de base de théâtre. Ils ont plus joué à partir du moment où ils nous ont eus. Donc, ils ont arrêté assez tôt. Mais il y a toujours eu ce truc artistique dans la famille. Du coup, tu étais soutenu quand même. Si tu voulais embrasser cette carrière, tu aurais pu. Ouais.
Oui, C'est oui, pas... oui, oui, oui. Parce que tu as des parents qui disent non, c'est pas Non, un non, vrai mes métier, on ne parents, fait pas ça. non, non, mes parents sont ultra supportifs de peu importe ce qu'on veut Ça, faire. c'est cool. C'est incroyable. Oui, mais j'ai une Du coup, tu famille, avais vraiment le j'ai une champ famille des incroyable, hein, possibles. franchement. Et j'ai trop Ah ouais, mignon. non, mais moi, Je t'ai le coupé, dis. redis-le. Non, non, j'ai une famille incroyable. J'ai des parents incroyables, et j'ai des parents qui croient en leurs enfants et qui les ont toujours laissé faire ce qu'ils voulaient, qui ont toujours investi en eux, parce que bon, un enfant, ça coûte. Ouais, c'est ça. Un petit peu. Ça coûte, je veux dire, dans la vie de tous les jours, mais ça coûte aussi quand tu veux faire des études. Tout à fait. Enfin, voilà, c'est un peu des sacrifices financiers que les parents font aussi et que je trouve incroyables. Et moi, je les remercierai jamais assez de nous supporter, moi et mes frères et sœurs, dans tout ce qu'on fait, parce que c'est grâce à ça qu'on peut s'épanouir aujourd'hui. Et je trouve ça génial. Et je disais, ma mère et mon père faisaient du théâtre. Ma mère a continué. Elle était femme au foyer parce qu'on est 4 quand même, donc c'était du taf pendant des années. Ouais. Elle a été mère au foyer pendant des années, mais elle a toujours bossé, notamment dans nos écoles primaires, etc. Ouais, c'est ça. Très Elle investie. Ouais, elle a toujours bossé, tu sais, dans les spectacles de fin d'année, les trucs de théâtre et tout, donc elle a toujours été là. Donc en fait, ça a toujours été un truc qui me trottait dans la tête. Et j'avais ça, et Simon, le gars intéressé par à peu près tout, qui voulait aussi peut-être en connaître un peu plus sur le monde qui l'entoure, tu vois. Tu voulais Je être pense qu'il y Premier avait de ça. ministre? Non, pas de Premier ministre, mais j'avais l'ambition de devenir diplomate à un moment, parce que c'est Ah un truc qui me ouais. plaisait bien, ouais. Intéressant. C'est un peu ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait du coup, parce que je dis que j'ai un master en Sciences Po, mais c'est pas vraiment comme ça. T'as pas de master en Sciences Po. Tu fais un bachelier en Sciences Po et puis t'as un master et tu te spécialises. Et moi, c'était relations internationales. Incroyable. Mais vraiment dans le but de me spécialiser plutôt pour aller vers la diplomatie. Ok. Après mes études, je me suis dit, bon, le concours diplomatique, c'est déjà un truc très compliqué à passer. Il faut être parfait trilingue, il faut maîtriser plein de matières, etc. Mais ça m'a jamais effrayé parce que j'ai toujours été assez bon à l'école. J'ai eu des facilités depuis que je suis petit, donc c'était pas vraiment un problème pour moi de me dire que c'était pas une montagne pour moi. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui te plaît en plus de ça? Il y a la musique. Je savais qu'avec mon groupe, ça allait être compliqué parce qu'on faisait de la musique de niche, tu vois, on était dans le rock un peu dur, donc ça allait être compliqué. On avait déjà fait plein de trucs, je suis trop content d'avoir fait ce que j'ai fait avec mon groupe. Mais vous avez fait des petits concerts, on a fait des trucs, des festivals, etc. Ouais, trop bien. Donc franchement, on a pas mal tourné, j'ai kiffé. Et je me suis dit, mais si je veux garder un pied là-dedans, en vrai, le management d'artistes, ça peut être cool. Ouais. Ou la production de concerts, ce genre de choses. Et donc, comme un clampin, j'arrive fin septembre en me disant, putain, qu'est-ce que je fais Et t'as quel âge là? Là, j'ai 33 ans. Non, au moment où tu dis ça. Le mec premier degré de premier degré. Le mec trop premier degré. J'ai 33 ans. J'ai fini mes études, donc j'ai fini mes études d'une traite, donc j'avais 23 ans quand j'ai fini mes études, donc je devais avoir entre 23 et 24. Ok. Et je vois par hasard une pub d'une formation qui donne à l'IAD à Louvain-la-Neuve. Ouais. Sur justement du management et production de concerts. Ok. Et c'est une certification non reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, évidemment. bien évidemment. Mais je me dis, écoute, ça peut être pas mal parce qu'en parallèle, je commence à bosser avec des potes qui avaient un groupe à l'époque qui s'appelait Ulysse, qui était un trio de pop électronique qui commençait à se faire un petit nom, tu vois. Et j'ai dit, en fait, les gars, moi je suis chaud, c'était des potes. Je suis chaud vous aider, tu vois. Moi, c'est un truc qui me parle. Et en même temps, je vais aller faire cette année de formation en plus. C'est ça. Avec à la clé, et c'est un des trucs qui m'a poussé à faire ça, c'est que tu devais prendre un stage en entreprise. Et moi, je me suis dit, mais ce serait génial de pouvoir aller justement en label, tu vois, en maison de disque, pour voir un peu l'envers du décor. Et c'est ce que j'ai fait. En parallèle du management de ce groupe, j'ai fait cette année d'études que j'ai d'ailleurs pas fini parce que je vais y venir, mais j'ai eu mon stage du coup chez Sony, chez Sony Music, en Belgique du coup. En Belgique, à Bruxelles, et j'ai pendant ce stage rencontré Dimitri Boré du coup de l'agence Vanguard. On s'est parlé, on s'est apprécié, on s'est dit putain, il y a une bonne vibe entre nous, et en fait j'ai commencé à bosser avec lui avant la fin de mon stage. Donc j'ai pas fini cette certification là, j'ai pas rendu mon travail de fin d'études, etc. Je m'en fous, j'avais un boulot, voilà, c'est quand même le plus important. Donc une belle rencontre, très très belle rencontre. C'est vraiment, pour le coup, c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier parce que c'est lui qui venait de signer Loïc Notet après qu'il ait fait l'Eurovision. Il était en train de bosser sur son premier album. Et donc moi je suis arrivé en plein dans la création de l'album, etc. Et donc j'ai directement commencé à bosser sur un projet ambitieux, un gros projet. Et j'ai de la chance du coup d'avoir ce pied à l'étrier via Dimitri très vite, parce qu'il m'a
donné énormément de liberté très vite. En fait, Dimitri, il avait eu Stromae, il avait déjà tout vu, tout vécu. Le day-to-day sur les projets, c'était plus ça qui l'intéressait. Évidemment, oui. Voilà. Et donc, du coup, moi, je suis arrivé au bon moment pour lui aussi parce que je lui ai un peu délesté cette charge de travail-là. Et moi, justement, c'était trop bien parce que c'est ça que je voulais voir, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire des rencontres, je voulais aller voir comment ça se passe dans ce métier, tu vois, dans ce milieu. Faire tes dents, tes exactement. armes. Et donc, j'ai eu la chance de brûler beaucoup d'étapes parce que je suis directement arrivé sur un très gros projet. Les premiers concerts qu'on a fait, c'était des AB, puis on est passé à Forêt Nationale 2 fois la même année. Donc vraiment, je suis directement passé dans la Champions League, quoi, tu vois. Incroyable. J'ai vraiment brûlé toutes ces étapes-là. J'avais eu Ulysse quand même pendant 1 an et demi avant, où on faisait des plus petites salles, etc. Mais projet qui fonctionnait déjà assez bien, franchement, en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'était assez cool. On a fait des belles choses, des beaux festivals et tout. Et là, évidemment, c'était un cran supplémentaire, quoi. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et puis, Dimitri s'est retiré du management à un moment. Moi, j'ai continué tout seul avec les artistes qu'on avait. Tout seul, t'as créé ta boîte ? Je me suis mis en indépendant. Enfin, en fait, j'ai toujours été indépendant. On a toujours bossé entre indépendants, en fait. Donc, même à 24 ans, tu étais déjà indépendant. J'ai jamais été salarié, en fait. J'ai toujours été indépendant. Incroyable. Et donc ouais, là, je les ai pris, moi, en mon nom. Et on a continué un bout de chemin ensemble. Et je pense que c'était autour de entre mi-2008, 2018, je pense, début 2019. Et jusque 2024, j'étais... solo avec Loïc, par exemple, Alex Germis aussi, avec qui je bosse, et Maxence, un Français qui était très connu sur les réseaux avant de faire de la musique. Okay. Et j'étais en co-management avec Maxence à l'époque, donc c'était très cool. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais un des rares, à mon avis, managers en Belgique qui pouvait vivre de ce qu'il faisait. Bah oui, c'est fou, parce que t'imagines, t'as vécu de ta passion, finalement. Oui, j'ai beaucoup de chance. Vraiment beaucoup de chance. Et puis bon, beaucoup de chance et forcer des rencontres et forcer des... Voilà. Oui, t'as eu de la chance, mais t'as aussi bossé pour. Oui, il y a toujours du boulot. Il y a toujours un facteur chance, évidemment, mais après, il y a de l'audace, tu vois. J'ai été voir Dimitri à l'époque en disant, tu sais quoi, en vrai, moi, je fais ça. Il avait entendu parler du groupe dont je m'occupais. Donc, en fait, voilà, les choses se sont faites. Mais si j'avais pas été voir ce gars... Parce qu'on s'était vu dans une réunion promo pour un autre artiste, rien à voir, tu vois. Mais on s'est vu à la machine à café après, on a parlé, c'est bien matché. Donc en vrai, voilà. Il faut toujours forcer sa chance. C'est-à-dire, il faut oser en fait. Et il faut oser. Il faut être audacieux. Et c'est un truc que je faisais beaucoup moins avant. Et là, depuis, c'est devenu un peu mon credo de ne pas avoir peur d'aller voir des gens. Au pire, tu te prends un refus. Au mieux, tu ouvres une porte qui pourra t'amener. Et au final, voilà, tu vois, ça m'a amené sur un énorme projet. Et puis, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et donc, voilà. Tout ça pour dire, parce que ça, c'est le début, parce que là, je suis en train de parler de ma vie professionnelle. Mais c'est important, c'est toi. Oui, c'est moi. Ça te caractérise. Mais du coup, j'étais toujours avec Dimitri pendant quelques années, je crois. On est resté 2 ans et demi à bosser ensemble. Et on se dit à un moment, c'est cool la musique, mais il y a des nouvelles tendances avec les réseaux sociaux qui se dégagent. Ce serait peut-être cool aussi de pouvoir être un peu une agence, pas nécessairement de management de créateurs de contenu, mais plutôt d'apporteurs d'affaires, etc., justement pour aller faire des deals. Et on avait Samsung qui voulait absolument avoir une créatrice de contenu francophone. Okay. Ils avaient une flamande qui était présentatrice télé et créatrice de contenu. Et je me suis dit, Dimitri, je pense qu'on a la bonne personne. En face, il y a littéralement quelqu'un qui est le même profil, mais du côté francophone, c'est Jill. Du coup, à ce moment-là, je la contacte. J'avais son numéro, j'essaie de l'appeler, etc. Mais vraiment super professionnel, tu vois. Et d'ailleurs, elle avait un mec à ce moment-là, voilà. Et on en reviendra plus tard, mais Jill, tu la connaissais Je la connaissais des réseaux, mais pas plus que ça, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui suit des créateurs de contenu, en vrai. À part sur YouTube, je suis très, très, très YouTube, depuis toujours. C'est très masculin, je crois, YouTube, non ? Tu penses ? Non ? Ouais. Mon mari, il passe ses journées sur YouTube. Mais moi, aussi. Je suis très YouTube. Depuis que j'ai 15 ans, je regarde énormément et j'écoute énormément. Il y a plein de vidéos qui sont pas nécessairement des podcasts, mais que j'écoute comme des podcasts, tu vois. Et ces dernières années, ça a beaucoup remplacé la musique pour moi, d'ailleurs. Ah ouais. Je me faisais la réflexion, tu vois, quand tu as ton wrap Spotify de fin d'année, là, en fait, moi, je regardais le nombre de minutes d'écoute que j'avais. Je dis, mais c'est pas possible que j'ai écouté aussi peu de musique. Ah ouais. Et en fait, oui. En fait, tout est sur YouTube. Tout est sur YouTube. Ah ouais. Donc voilà. Je la contacte, elle me répond jamais. Je lui laisse un message, rien. Jamais. Tu l'appelles, quoi ? Ouais, je l'ai appelé, je lui laisse un message vocal, elle m'a jamais répondu. Bonjour, je m'appelle Simon. Je lui présente le truc, je dis écoute, voilà, on a un projet pour toi, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me rappeler, tu vois. On m'a laissé un vent total, mais bon, il faut savoir que Jill, ça sert à rien de lui laisser des vocaux,
des messages vocaux Ouais. classiques, tu vois, elle va jamais aller les voir. Elle a 200 pastilles rouges sur son téléphone, donc ça m'en fout. J'imagine. Mais donc, du coup, je suis tombé dans la trappe des messages vocaux. Et c'est seulement des mois et des mois plus tard qu'on s'est rencontrés à l'after-party d'un concert. Ok. C'est Alex Jermis qui me l'a présenté d'ailleurs à ce moment-là. Et je lui ai fait la vanne directement en disant tu sais, je t'ai contacté genre il y a 6 mois pour un truc, tu m'as laissé un énorme vent. Elle était là, ah bon Et vraiment comme ça, quoi. Moi, j'y allais, je lui ai fait ma vanne et puis je la connaissais pas. Elle était avec un groupe que je connaissais pas. Moi, j'étais avec mes potes. Et en fait, il s'avère qu'elle a eu un énorme crush sur moi à ce moment-là. Ouais. Coup de foudre pour elle. Ouais. Et toi? Non, parce que. Alors, déjà, je sais pas si je crois au coup de foudre, moi, de base. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt très cérébral, tu vois. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de fréquenter quelqu'un un peu pour vraiment développer une attirance. Alors, oui, physiquement, je la trouvais superbe, tu vois. Je sais pas, voilà, évidemment, elle m'attirait physiquement. Oui. Mais je connaissais sa situation familiale. Ouais. Je t'avoue que quand tu as 26 ans, tu te dis pas, en fait, là, il y a une meuf, elle est cool, mais elle a 3 enfants. Tu vois. J'y vais. Moi, c'est ça que je voulais dire au début. Moi, c'était un red flag, Jill. Bah oui. Au début, c'était vraiment un gros red flag. Je peux imaginer. Moi, j'ai pas du tout forcé le truc au début. C'est pas du tout moi qui ai forcé ça. C'est complètement elle, pour le coup. Mais du coup, donc vous voyez, tu lui fais la blague, Ouais. elle crush. Ouais. Toi, tu vas qu'à tes occupations. Moi, je vais qu'à mes occupations. Et en comment fait, vous retrouvez? elle me recontacte après. Elle a retrouvé ton vocal? Elle m'a je sais plus si elle a demandé peut-être via, oui. tu vois. Et en fait, elle me dit, en fait, ce serait cool qu'on puisse aller bouffer pour parler justement de ton projet, là, il y a 6 mois. Right. Hein. Et moi, crédule, très naïf, ce qui m'arrive quand même rarement, je me dis, bah vas-y, ouais, à fond, on va manger, on passe 3 heures au resto. Ouais. Et ça se passe super bien, on parle, et puis de fil en aiguille, on parle tous les jours, et voilà, et puis ça se fait comme ça, tu vois. Et c'était marrant, parce qu'elle a pas lâché l'affaire, quoi. Ah ouais, elle a parce que vraiment moi, de base, tout seul, j'y serais pas allé. Mais parce que tu serais pas allé parce que tu savais qu'elle avait... Ouais. Parce qu'elle avait la situation familiale qu'elle avait. C'est ça. Moi, c'était ça le frein de base. Et vous en avez... Enfin, tu vois, comment tu t'es détendu, vous en avez beaucoup parlé. En fait, je me suis détendu avec le temps et avec le fait de la fréquenter, tu vois, tout simplement. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est pas un truc... tu vois, quand tu développes une relation et des sentiments, voilà, la situation est telle qu'elle est. Tu dois prendre le package. Voilà. Et donc, au début, si tu veux, elle fonctionnait avec son ex-mari une semaine pour les enfants. Donc, c'était plutôt pas mal en termes d'acclimatation pour moi. Je crois que pendant, du coup, les quelques premiers mois où on était ensemble, j'ai pas rencontré les enfants, normal, parce que voilà, il faut pas non plus les représenter. Vous voyez du coup la semaine où Jill n'a pas les enfants. Ouais, la plupart du temps. Ça. Voilà, c'est ça. Et après, je dirais 6 mois, je crois que je les rencontre, un truc comme ça. Et ça se passe très bien. Hein. Moi, j'ai toujours. Non. Je suis pas un mec stressé de base. Je suis pas du tout un mec stressé. Mais non, pas du tout, parce que allez, de base, je suis quelqu'un, j'ai rien contre les enfants, j'aime bien les enfants plutôt même. J'anticipe déjà la suite, mais je me suis toujours vu papa aussi, tu vois. Alors là, c'est pas la même chose, parce que c'est pas des enfants que tu fréquentes depuis qu'ils sont nés, tu vois. Donc, Jude avait, je crois que les enfants avaient 4, 6 et du coup 10, si je dis pas de bêtises. Ouais, 4, 6, 8. Oui, donc des petits-enfants. Ouais, mais pas non plus, tu vois... pas des bambins. C'est pas des nouveau-nés, quoi, tu vois. Ouais. Et en termes de relation, pour moi, ça fait quand même une différence entre fréquenter un enfant depuis qu'il est tout petit et qui grandit avec toi, que d'arriver quand Bella avait déjà 8 ans, c'est déjà à cet âge. Elle, c'était presque déjà une préado. Ouais, c'est ça. Les garçons sont plus petits et c'est assez facile de tisser des liens entre mecs, tu vois. C'est facile, tu joues à la bagarre avec eux. C'est ça, j'allais dire, tu joues à la bagarre, tu vois, et ça s'est très bien passé. Et on a une super relation depuis toujours, tu vois. Mais avant de les rencontrer, est-ce que tu t'étais positionné sur le rôle que tu voudrais ou ne voudrais pas prendre avant de les rencontrer, hein. Donc vraiment... en sachant que Jill avait des enfants, comment je me projetais par rapport à ça? Ouais, c'est ça. Non, je me suis pas vraiment projeté sur un rôle en particulier, en fait. Ou est-ce que tu t'es dit, mes limites sont là, tu vois, où il me faudrait du temps, enfin, tu vois, où finalement,
les choses se sont étaient tellement naturelles, hein, c'est possible aussi entre... Ouais, c'est plutôt ça qui s'est passé en fait, c'est vraiment naturel. On s'est quand même dit, comme je l'ai dit juste avant, au tout début, on va peut-être pas spécialement te présenter aux enfants, là, dans les premières semaines et tout, déjà voir, nous, Oui, si ça tient, tu vois, ça fonctionne. Super important parce que présenter beau papa aux enfants alors que ça foire 2 mois après, c'est pas... Bon, après, tu peux jamais savoir, hein, mais au moins qu'on soit déjà plus ou moins sûr que c'est ce qu'on veut tous les deux et qu'on est parti sur des bonnes bases pour avoir une relation, essayer au moins d'avoir une relation longue, tu vois. Ouais. Et donc du coup, je pense que 6 mois, c'est plus ou moins ça. Ça a mis plus ou moins 6 mois où j'ai pas vu les enfants et où là, après 6 mois, au final, j'avais un appart à Saint-Gilles, mais j'étais tout le temps chez elle. On était à Wemel à l'époque. On a déménagé depuis, et j'étais tout le temps chez elle au final. Donc je me suis dit, il y a un moment, voilà. Mes cartons et... Oui, c'est ça. Il y a un moment, ça sert à rien de commencer à faire des allers-retours tout le temps. Ça me prenait je sais pas combien de temps de venir jusqu'à chez elle. Bah oui. À un moment, je vais remettre mon appart et voilà. Mais ça s'est fait quand même relativement vite en vrai. Je pense moins d'1 an après qu'on soit ensemble, je crois que je vivais déjà chez elle. Et là, tu as eu quand même un peu le coup de foudre pendant cette année où une évidence de c'est la femme de ma vie. Oui, il y a clairement eu ça, parce que sinon je me serais pas imposé un schéma familial qui était quand même vraiment pas du tout celui dont je rêvais, entre guillemets, tu vois. C'est ça, mais bien sûr. Si tant est qu'on peut rêver d'un schéma idéal, c'est la vie, on peut jamais décider de ce qui se passe dans la vie, tu vois. C'est pour ça que je suis relativement relax avec cette idée-là, c'est que je me suis toujours dit, en fait, il y a ce qu'il y a, tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça. T'as rencontré quelqu'un que t'aimes et avec qui tu te vois vivre, en fait, elle a des enfants, c'est comme ça. Tu vois, et oui, moi, je me voyais plutôt papa de 2 enfants, par exemple, tu vois. Ça, c'était un peu l'idée que j'avais depuis que je suis adolescent, je pense. Mais voilà, le schéma est tel qu'il est, et c'est comme ça, tu vois. Tu as accepté le package, et je suis plutôt quelqu'un qui comment dire, s'habitue assez rapidement à des nouvelles situations et qui se mêle bien, tu vois. T'es assez flexible, malléable. Ouais. Je m'adapte assez bien. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc, j'ai jamais eu ce stress de me dire, putain, ça va être compliqué. Alors, tu te laisses vivre, tu vois, un jour à la fois. Ouais, je suis plus un gars comme ça. Ouais. C'est pas plus mal. Ce qu'on peut me reprocher parfois aussi, notamment en couple, c'est toujours parfois un peu compliqué. Mais tu n'as pas anticipé. Gilles pourrait avoir un podcast sur tout ce qu'elle me reproche derrière. Non, mais je peux comprendre que ce soit un peu relou en couple, tu vois. Surtout quand tu es avec quelqu'un qui se projette beaucoup. Ouais. Et moi qui suis plutôt à l'opposé. Pas que je me projette pas, tu vois, je me vois vivre, même au début de notre relation, je me vois vivre déjà plusieurs années avec la personne, tu vois. Le fait est que Gilles, de base, une des conditions sine qua non de notre relation, c'est d'avoir encore un enfant aussi. Ah oui. Ouais. C'est Gilles qui te le demande. Ouais. Moi, c'était... Quand vous vous rencontrez, parce que du coup... C'est arrivé très vite sur le tapis, ouais. En fait, elle a dit, moi, je suis arrivé à un stade de ma vie, elle a 3 ans de plus que moi, 4 ans de plus que moi, 3 ans et demi plus que moi, disons. Donc, elle a 30... Elle a fêté ses 37 ans. Elle vient de fêter ses 37 ans. Ouais. Moi, dans 2 mois, j'ai 34, tu vois. Donc ouais, on a un peu moins un peu moins de 4 ans de différence. Et elle me dit, moi, j'ai toujours le désir d'avoir encore un enfant, tu vois. Et je veux pas perdre de temps dans une relation avec quelqu'un qui n'en veut pas. Ce qui est tout à fait légitime. Je pense que c'est marrant parce que c'est toujours un truc qu'on se dit quand on arrive dans sa trentaine. On se pose toujours... quand t'es de l'extérieur, tu te dis, putain... c'est pas longtemps qu'ils se sont rencontrés et tout, ils sont déjà en train de se projeter sur une maison, des trucs, mais en fait... T'as plus le time. Voilà. Oui, et puis ça devient beaucoup plus naturel. Mais tu sais ce que tu veux. Déjà, tu sais qui tu es. Enfin, c'est important ce que tu dis. Tu commences à savoir qui tu es. Tout à fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de 17-18 ans qui se disent, t'inquiète, à 25, à 24... j'aurai ma maison. Non. Avant vos 30 ans, bien tapés, vous savez pas qui vous êtes, ce que vous voulez, tu vois. Enfin, je dis pas, il y a des exceptions. Hein. Bien sûr, mais... globalement, je dirais que tu as besoin d'avoir quand même un paquet d'années derrière toi pour savoir ce que tu veux pour ton faire avenir. Des expériences, rencontrer des gens, rien que ça, te casser la gueule, rebondir. Arriver dans le monde du travail, tu vois, ça change beaucoup de choses, beaucoup de perspectives. C'est pas la même chose que d'être étudiant, avoir 0 responsabilité, tu vois. C'est bien ces années-là, j'ai adoré ces années-là, tu vois. Mais c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Non, tout à fait. Et du coup, je pense que quand tu arrives dans ta trentaine, ça m'étonne pas que les étapes se raccourcissent vachement parce qu'en fait,
les deux sont sur la même longueur d'onde et tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas et qui tu es a priori, où sont tes limites, tu vois. Et donc, c'est assez facile de se faire un schéma relativement rapidement de ce que tu veux ou pas dans une relation. Et je trouve ça très sain, moi, en fait, de se dire, qui plus est, elle, avec 3 enfants, ne pas se mettre dans un schéma non plus où je ramène des gens et en fait, ça tient jamais parce qu'on n'a pas les mêmes visions de la vie, tu vois, ou les mêmes désirs. C'est pas super cool donc pour des enfants directement, non plus. elle te met un cadre, elle te dit... Ouais, très vite, très vite. C'est Je dis pas que la première fois où on s'est pécho, elle m'a dit, en fait, tu vois, oublie pas, on va faire un enfant. Cool, mais moi, il y a un contrat là, tu vois. Non, pas à ce point-là. Tu vas signer ici. Mais c'est quand même arrivé assez vite dans les conversations. Et t'as eu la pression ou pas? Pas vraiment, parce que moi, c'est un truc que je voulais aussi. Je voulais avoir mon enfant, tu vois. Je pense que je me serais pas senti super épanoui dans une famille où c'était que des enfants qui n'étaient pas les miens, tu vois, à terme. J'aurais pu m'en accommoder. Enfin, je pense que j'aurais pu m'en accommoder, mais il y aurait eu un peu un manque. Donc, tu vois, moi, avoir un enfant, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Et donc, j'ai pas trouvé ça déconnant quand elle me l'a dit. Je me suis dit, bon, ok. Juste le timing. Il y a le timing et il y a aussi le schéma familial. Il y a le fait que ce ne sera pas le premier enfant de la famille du tout. Que du coup, ça ne va pas, moi, être le schéma que j'avais imaginé, à savoir avoir ma meuf et mon enfant, tu vois. Ce cocon-là qui n'est pas du tout le même aujourd'hui. Toi, tu es passé directement famille nombreuse. Je suis directement passé beau-père avant d'être père, moi, tu vois. Donc, c'était un peu... Mais en même temps, ça m'a un peu drillé sur pas mal de trucs, tu vois. Quand ma fille sera un peu plus grande. Mais ça m'a déjà donné des armes en termes de parentalité, clairement. En termes de, tu sais, de figure d'autorité, d'éducation, de ce que tu veux ou pas. Et du rythme aussi que ça représente. Et du rythme, en fait, j'ai pu expérimenter beaucoup avant d'avoir ma propre fille, tu vois. Donc, je pense qu'au final, c'est un bon bagage que j'ai eu, même si c'est pas celui que je rêvais d'avoir au début. Je vois le positif là-dedans. Je me dis qu'en fait, ça m'a déjà forgé de l'expérience en tant que papa. De substitution, tu vois. En tant qu'homme aussi. En tant qu'homme, en tant que figure pas figure nécessairement paternelle, mais en tant que figure masculine de la maison, parce qu'en fait, depuis qu'on a déménagé, donc ça va faire plus ou moins 3 ans et demi, qu'on est maintenant à la campagne dans une maison où du coup les enfants sont chez nous toute la semaine et vont chez leur papa le week-end, parce que c'était trop compliqué, on est un peu trop éloigné pour pouvoir se dire qu'on fait une semaine, c'était un peu chiant, surtout pour Loïc, le père des enfants, de devoir se taper le trajet tous les jours pour les amener à l'école, parce que l'école est littéralement à 100 mètres de chez nous à ce moment-là. Tu vois, donc, bon, voilà. Donc on les prend à notre charge la semaine. Donc du coup, schéma des enfants qui sont non-stop avec nous, ça a quand même pas mal changé les choses aussi. Tu vois. Sans blague. Mais c'est bien qu'on ait eu cette période de transition avant, d'une semaine, une semaine, où on a pu vraiment s'apprivoiser aussi entre les enfants et moi. Et d'arriver après dans une situation où on est beaucoup plus les uns avec les autres, où ils passent la moitié des vacances avec nous, etc. Tu vois. Mais ouais, donc du coup, déjà bon bagage, de beau-père avant d'être papa, quoi. Ben ouais. Et à quel moment est-ce que... Tu vois, du coup, c'est OK pour toi de... avoir un enfant biologique, parce que c'est un souhait que tu as aussi. Juste au niveau timing, qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui réponds là, tout de suite, ou tu dis non, mais en fait, oui, mais on va attendre un petit peu, parce que j'ai besoin d'encore un peu de temps. Ouais, il y a eu ça. Si j'avais suivi Gilles, on aurait eu un enfant très rapidement. Mais moi, je me sentais pas prêt. Pas dans le sens où j'étais pas psychologiquement prêt, mais j'étais pas là où je voulais être dans la vie. Notamment professionnellement parlant. J'étais dans un métier qui est un magnifique métier, mais qui est absolument bancal aussi. Donc, en fait, je m'étais dit, j'aimerais quand même arriver à un moment de ma vie où je suis un peu plus ancré, un peu plus stable au niveau du boulot, pour pouvoir aussi assumer derrière. Alors, j'ai de la chance d'avoir une meuf qui gagne bien sa vie, qui est indépendante depuis toujours, qui a commencé à bosser à 18 ans, qui sait ce que c'est le travail et qui... j'aurais jamais eu besoin d'avoir un travail qui payait super bien pour pouvoir avoir une vie correcte avec les enfants, tu vois. Parce que Gilles a plutôt ce rôle aujourd'hui comment dire,
Putain, j'ai le mot anglais qui me vient en tête comme Tu peux le comme dire un en anglais, connard. hein. De provide, c'est quand même de subvenir. Putain, je parais vraiment pour un connard de podcast qui parle avec des mots C'est pas anglais. grave, on va nous juger, c'est rien. Non, mais de subvenir aux besoins, elle a toujours fait toute seule, de toute façon. Mm. Donc, c'est pas nécessairement un enfant en plus qu'elle ait changé drastiquement ça. Que t'en aies 3 ou 4, financièrement parlant, c'est pas non plus ça qui change de zinzin. Donc, voilà. Donc, en gros, moi, j'avais juste envie de cette volonté. t'accomplir Ouais, professionnellement. déjà un peu. Parce que, tu vois, donc on s'est rencontrés un peu avant que je reprenne les projets musicaux à mon compte. Ouais. Et je voulais avoir cette expérience-là. Je voulais faire un petit peu ma vie aussi perso. Après avoir eu le pied à l'étrier avec quelqu'un d'autre qui avait déjà l'expérience, je voulais faire ma propre expérience aussi. Bien sûr. Et atteindre mes propres objectifs et tout. Et ce que j'ai réussi à faire, et j'en suis très content. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, en fait, je pense que ça peut être pas mal maintenant. Jill devenait un peu insistante aussi parce qu'elle se disait, bon, moi, biologiquement aussi, j'ai l'âge que j'ai. Oui. Plus on attend, plus c'est potentiellement compliqué. Tu sais qu'à partir de 35 ans, on dit que c'est des grossesses gériatriques. Je sais. C'est chaud, hein. Je sais. Ouais, c'est abusé. C'est abusé. Je sais, c'est abusé. Du coup, Jill, elle avait 34 quand elle était enceinte. Et il faut savoir qu'on a eu un parcours un peu compliqué. Nous, il y a eu 2 fausses couches avant Charlie. Ouais. Donc. Attends, tu vas trop vite. D'abord, je voulais te poser une question. Ouais. Comment est-ce que du coup, tu lui dis, OK, je suis prêt? Est-ce que ça se met naturellement ou tu lui dis un jour, tu rentres et tu lui dis, Jill, j'ai une surprise pour toi. Je m'en souviens plus trop. Ce soir, on va ken, on va faire un bébé. Alors évidemment, il y a des fenêtres de tir qui sont quand même plus ou moins biologiques qu'il faut suivre, tu vois, pour avoir un enfant, a priori. Donc oui, ça se planifie un minimum. C'est pas très sexy, mais c'est comme ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça un peu... D'ailleurs, c'est pas un truc qui m'a beaucoup plu, tu vois. Ouais, c'est chaud, ça. En fait, là, c'est aujourd'hui. c'est maintenant, là, il faut y aller. Bon, voilà, c'est pour le meilleur, tu vois, mais c'est pas le truc le plus sexy, et voilà. On l'entend. Voilà. Mais bon, il faut faire ce qu'il faut faire. Et mais tu le verbalises vraiment un jour, genre solennellement? Ouais, je pense qu'on se l'est dit. Et je pense que je l'ai dit, du coup. Je pourrais plus te dire quand, mais je pense que j'ai dû le dire à un moment. Ouais, je pense que là, c'est un bon moment. Bon. On peut arrêter les contraceptifs, etc. On peut essayer, tu vois. Et je pense que ça s'est verbalisé à un moment, ouais. J'ai une un beau cadeau, très ça. mauvaise mémoire de ma propre vie. C'est terrifiant. Ok. J'ai un très bon cerveau pour retenir plein d'autres choses, mais ma propre vie, c'est une catastrophe. Ok. Et ça vient de mon père, il est pareil. C'est l'Alzheimer précoce? J'espère pas. Parce que c'est un enfer, ça. J'avoue que ça doit être... je suis pas très angoissé dans la vie, mais j'avoue, avoir l'Alzheimer, c'est vraiment un truc qui me... Ça, je comprends. Je pense que c'est horrible de dire ça, mais je pense que je préfère avoir un cancer qu'Alzheimer. Ah ouais? Je préférais crever du cancer que d'Alzheimer, je pense, vraiment. L'Alzheimer, c'est vrai que c'est un peu cata. La démence, tout ça... C'est un truc qui me terrifie, moi. Non, je peux comprendre. Tu vois, j'ai pas peur de mourir. C'est pas du tout un truc qui me fait peur, tu vois. J'ai jamais eu ça. Mais le fait de décliner vraiment, mentalement, physiquement, et plus aussi, alors pour moi-même, bien évidemment, mais aussi pour ce que tu fais subir aux autres. Rassure-toi, je pense que c'est juste parce que tu as beaucoup de choses dans la tête. Oui. Et c'est juste pour ça que tu oublies. Je parle et tu beaucoup. penses aux autres. Et je parle beaucoup. Tu parles beaucoup? Ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup parler. Ouais, mais... c'est pour ça qu'on pourrait faire 6 heures de podcast, je crois. On a toujours un truc à dire. Mais pourquoi est-ce qu'on en venait là? On en venait au fait que tu as verbalisé... Qu'on l'a verbalisé, ouais. Et je disais que c'était du coup un beau cadeau qu'un homme peut faire à une femme quand une femme est en demande. De le verbaliser. De le verbaliser. Je trouve que c'est Après, chouette. Putain, j'espère que Jill va pas me dire, mais en fait, tu m'as jamais verbalisé le truc. Je pense qu'on a eu vas te faire Je suis quasiment sûr qu'on a eu cette conversation à un moment de se dire... De toute façon, il y a bien un moment où on s'est dit, on arrête les contraceptifs. Oui, c'est ça. Donc, à un moment donné... On se l'est dit, tu vois. Alors, est-ce que c'est moi, un soir, avec des bougies à table et tout, qui se dit... Mais non, c'est le moment, tu vois. Je suis prêt. Non, ça me ressemble pas du tout, donc je sais déjà que non. Mais je pense l'avoir verbalisé quand même. Bref, du coup, vous lancez le... Et du coup, on lance le projet. Ça se fait assez vite, d'ailleurs, la première fois. Et trop content, bien évidemment, tous les deux. Vraiment, je crois qu'on a... deux fenêtres de tir et c'était bon, tu vois. Ouais. Donc, alors qu'on sait que ça peut prendre des mois, voire des années pour certains, vraiment. C'est pas genre le taux de réussite, je sais pas combien il est, mais il est pas très élevé, quoi. Mais c'est une femme sur 4 font une fausse couche. Déjà, oui. Ouais. Et ça, on l'a appris. Déjà, moi, c'est des chiffres que j'ai appris après. Ah ouais. Parce que Jill a fait 2 fausses couches. Ouais. C'est quelque chose que tu connaissais pas? Non, je connaissais pas. Et je trouve que c'est un sujet qu'on aborde
peu. Je pense que la parole se libère de plus en plus. Mais ces chiffres sont hallucinants. T'as une grossesse sur 4 qui finit en fausse couche. C'est énorme. Puis c'est très banalisé, c'est très vite d'un revers de main. En fait, le problème, c'est qu'à l'époque, on sait que ça existe, etc., mais on n'en parlait pas parce que c'était presque vu comme une gêne, je pense. Mais bien sûr, je pense que c'est toujours vu un peu comme une gêne, surtout par la femme, qui, je pense, porte la culpabilité de quelque chose dont elle est absolument pas responsable. Donc ouais, on a eu ce gros yo-yo émotionnel à ce moment-là. Toi, tu le vis comment ? Est-ce que tu trouves les mots ? Est-ce que... C'est dur, hein, c'est dur. Moi, j'essaie d'être toujours Je suis quelqu'un qui exprime assez difficilement ses sentiments, tu vois. Pas que j'ai pas envie de le faire, mais je suis comme ça, naturellement. Par contre, on parle de choses, j'ai aucun problème à parler de tout, tu vois. Je suis pas pudique du tout. Non, mais ça se voit. Je peux totalement parler de tout, de mes sentiments, de comment je me sens par rapport à une situation. J'ai pas de problème à le verbaliser, mais c'est pas quelque chose que je fais naturellement, même avec les gens les plus proches de moi. Si tu me demandes pas, tu vois. Donc, en fait, pas que j'aime pas parler de moi, c'est juste que naturellement, je préfère m'intéresser à l'autre plutôt que de parler de moi. C'est plutôt ça. Ça a toujours été un peu un fil rouge dans ma vie. J'ai toujours été le meilleur ami des filles, alors que j'étais amoureux d'elles quand j'étais petit, à passer 2 heures au téléphone à écouter leurs peines de cœur. Alors comme j'étais là, ça a été ma vie, tu vois. Ça, c'était un peu moi. Mais donc du coup, ouais. Moi, je l'ai mal vécu, mais je l'ai très fort internalisé. Jill l'a très mal vécu, et elle, c'est quelqu'un qui, on voit quand elle va pas bien. Tu vois, c'était une période assez difficile. Mais tu arrives à l'accompagner, tu arrives à trouver les mots. J'ai essayé du mieux que je peux. C'est dur pour un homme. Alors, je trouve que déjà, c'est dur pour un homme parce que je pense que c'est... Alors, j'ai pas envie de mettre des situations et des ressentis au-dessus de l'autre, tu vois. Mais là, je trouve que c'est toujours compliqué. Et dans le podcast, c'est ça que j'aime toujours dire. Là, c'est ton histoire, c'est ton ressenti, c'est ton vécu. Et je sais que c'est compliqué, et c'est pour ça que cette séquence existe aussi de Pourquoi Papa, parce que c'est compliqué pour les hommes d'oser parler sans avoir peur d'être jugé ou de mal dire les choses. Ouais, c'est pas faux. Et donc, je remets les choses bien, l'église au milieu du village. C'est bien. C'est ton histoire. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est non. Tu vois, c'est ton histoire. Mais c'est clair que je pense que dans la globalité, mais c'est aussi nos personnalités qui font que, tu vois. Elle l'a plus mal vécu que moi, même si moi je l'ai très mal vécu, mais elle l'a très très mal vécu, tu vois. Et aussi avec ce sentiment de culpabilité, du fait que il y a un truc qui s'est mal passé chez moi, alors que rien à voir en fait, tu vois. On a fait des tests parce que bon, on l'a quand même malheureusement vécu 2 fois d'affilée. Oui, tu l'as revécu. Enfin, vous l'avez revécu juste après. Ouais. Donc c'était dur, même si moi la 2e fois je l'ai moins mal vécu que la première, parce que je m'étais vraiment foutu une carapace de fou. Donc là où on s'était méga réjoui de la première, même Jill, même si ça a été évidemment dur une 2e, parce que là tu te poses encore plus de questions, tu te dis putain en fait biologiquement j'ai un problème, ou moi j'ai peut-être un problème aussi, tu vois. On a fait des tests après le 2e pour voir si moi j'avais un problème avec compatibilité peut-être. Compatibilité, si on avait des antécédents génétiques qui faisaient qu'il y avait un truc dans le développement qui se passait pas bien. Moi j'ai fait un spermographe, tu vois. Et en fait non, c'est juste qu'on est tombé dans les statistiques des 20%. Et Jill avait eu 3 enfants avec des grossesses parfaites avant. Et bah, elle a eu 2 fausses couches, tu vois. Et c'était la faute de personne, c'est juste que... Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est totalement naturel. Et le corps, en fait, le corps est bien fait. Si l'embryon se développe pas bien, bah, c'est la nature. Il l'arrête et puis il l'évacue. C'est tout. Mais comme tu dis, c'est la nature. Et en fait, le mot est mal choisi. Fausse couche. Tu vois, rien que le mot en lui-même est drama. Ouais, je suis d'accord. Mais alors que si tu l'appelles interruption naturelle de grossesse, ça rend les choses un peu plus... C'est très douloureux. Oui, bien sûr, ça n'enlève pas la douleur. Ça rend les choses un peu plus doux. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est un bien plus beau mot pour la situation que fausse couche. T'as raison, et ça donne un sentiment négatif, alors que, en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Et faut pas oublier qu'on vient d'une époque où les enfants survivaient il y avait combien de survivants parmi des enfants de familles nombreuses. On savait qu'on allait perdre 1 ou 2 gosses. T'imagines, dans les 3, 4, 5 premières années de leur vie, on savait on avait ça en tête, quoi. Et donc, tu avais des familles de 10 personnes, mais tu savais très bien qu'il y avait 2 enfants peut-être qui allaient mourir. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et on parle même pas de fausse couche, là, on parle vraiment d'enfants, de décès, quoi. Enfin,
Donc ouais, c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais donc vous faites les tests, vous êtes rassuré. On fait les tests, on est rassuré. Il y a rien de fou, vraiment du tout. Donc on sait que c'est juste, c'est la nature qui a fait ça. Et que vous devez réitérer. Et que c'était juste la faute à pas de chance et qu'il faut réitérer. Et à ce moment-là, on a. Vous devez attendre. Est-ce que les médecins vous disent que vous devez attendre 3 mois Non, d'ailleurs, en fait, la période de fausse couche est une super période pour retomber enceinte. Okay. À partir du moment où tu as évacué l'embryon, etc., c'est une période assez fertile. Assez fertile. Okay. Donc on n'a jamais arrêté à ce moment-là. On a toujours continué. Et ça a mis un petit peu plus de temps que les premières fois. Mais bon, c'est la nature aussi. Et on avait un peu moins... peut-être un peu moins d'attente aussi. On s'était un peu moins mis la pression. Tu vois. On s'était dit, bon, ça viendra quand ça viendra. Et c'est arrivé. Et on était en Islande quand on a appris... parce que Jill était vraiment mal du jour au lendemain. Et on s'est dit, bon... Enfin non, elle m'a fait la surprise parce qu'on s'est arrêté, genre, je sais plus, dans une station-service quelque part ou je crois qu'elle était dans une pharmacie, mais sans me dire pourquoi, parce qu'elle était juste mal, donc je me suis dit, je vais acheter un médicament, tu vois. Et en fait, elle avait fait un test de grossesse et elle me l'a appris dans la voiture. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et c'était d'ailleurs plus mignon que la première fois, avec la première fausse couche, parce qu'elle me l'a dit, genre... En fait, elle a été pissée sur son bâtonnet. On était dans un hôtel, je crois, et moi, j'étais à moitié encore endormi le matin. Et elle me dit « Gérard !» Juste comme ça, tu vois. Et j'étais là, j'étais même pas réveillé, vraiment, tu vois. Et j'étais là « bon, ok, trop bien. » Mais tu vois, et là, c'était vraiment... c'était beaucoup plus mignon. Un moment suspendu. Et en plus de ça, elle l'a filmé, parce qu'on vloguait beaucoup à ce moment-là déjà. Et elle l'a filmé, donc on a toute la séquence en images, donc c'est trop bien, cool. c'est des beaux souvenirs. C'est un beau souvenir. Ouais. Franchement, c'est cool. Et du coup, mais là, t'es un peu sur la retenue quand elle te le dit. Enfin, vous êtes sur la retenue, mais je dis tu parce que c'est ton histoire. Oui, clairement. Je suis sur la retenue, elle aussi. Et on se dit, on va déjà passer les fameux 3 mois de grossesse, tu vois. Là où mais vous étiez plus optimiste ? Est-ce que tu avais un sentiment de c'est la bonne ? Moi, je me suis dit, moi qui suis très cartésien, je me suis dit, statistiquement parlant, 3 fois d'affilée, c'est quand même chaud. Tu vois. C'est vraiment qu'on n'a vraiment pas de chat à ce moment-là. Tu vois. Là, vraiment, autant, bon, elle a eu 5 grossesses en tout. Il y en a 2 qui sont mal passées, 3 qui sont bien passées. Ok. Là, les stats, bon, elles devaient être avec nous à ce moment-là, tu vois. Je suis un peu comme ça. Moi. C'est pour ça que moi, j'ai assez peu peur de pas mal de trucs et de maladies, de trucs comme ça. Parce que j'ai ce côté de dire, mais en fait, c'est tellement marginal. Tu vois, il y a tellement peu de chances que ça arrive. J'ai jamais été stressé depuis la naissance de Charlie par rapport à ce genre de choses. Parce que je me dis, mais c'est tellement marginal que c'est pas un truc que je vais envisager moi. Parce que je vais donner trop d'importance à un truc qui est vraiment très marginal. Tu vois. Alors qu'il y a des gens qui se stressent de malade avec des trucs qui ne peuvent pratiquement jamais, enfin qui n'arriveront sans doute jamais, tu vois. Bref, c'est une autre histoire. Mais un peu plus sur la retenue. Et à partir des 3 mois, là, vraiment, bon... Là, l'embryon est bien accroché, on sait que c'est parti. Vous êtes rassuré. On est rassuré, tu fais les NIP tests, tu fais pas mal de trucs. Et bon, voilà, tu étais rassuré sur le fait que ton enfant est en bonne santé. T'avais envie d'un garçon ou d'une fille ? J'étais plutôt partant pour une fille, même si j'aurais adoré avoir un garçon aussi. Mais ouais, j'aurais bien... En fait, de base, moi, je m'étais dit, un garçon et une fille, top, tu vois. Ouais. Et là, je pense que... Je sais pas, fille peut-être un peu plus. Ok. Même si je te dis, on va annoncer que c'était un garçon, j'aurais été absolument ravi, tu vois. Mais tout à fait. Mais je sais pas, j'ai toujours eu dans la tête d'expérimenter ces relations père-fille. Je trouve que c'est assez cool. Ouais. Et j'ai hâte justement d'avoir... Enfin, j'ai pas hâte que les années passent très vite, mais j'ai aussi hâte de me projeter quand j'ai 50 piges et que l'on a 20, tu vois, et qu'on a des conversations de fou et tout. Ça, c'est vraiment un truc que j'attends avec grande impatience, tu vois, aussi. Ça, tu fantasmes fort. De fou. Ah ouais. Ah ouais, de fou. Surtout que... Mais parce que tu as une belle relation avec tes parents et tu projettes... Aussi, ouais. Et puis moi, ce qui me plaît beaucoup dans le fait d'être parent, c'est pouvoir aussi, tu sais, partager énormément de choses avec ton enfant, mais aussi lui apprendre beaucoup de choses et tout. Transmettre. Et la transmission, moi, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Ouais, à fond. J'ai toujours eu ce côté un peu
professoral, j'adore apprendre des choses. J'adore apprendre des choses, mais j'adore apprendre des choses aux autres aussi, tu vois. J'adore ça. Et avec ton enfant, c'est incroyable, tu vois. À fond. Et de pouvoir apprendre de ton enfant aussi. C'est... Mon Dieu, qu'est-ce qu'on Tous apprend les de nos jours. enfants. Ouais, bah oui, tous Ça, les c'est jours, dingue. c'est incroyable. Et comment tu investis la grossesse à partir du moment où vous êtes rassuré? Comment tu l'investis? Est-ce que tu es plutôt en parallèle? T'as pas l'air de enfin, de ce que tu me dis, hein. Tu me dis si je me trompe et que je dis de la merde, de t'informer excessivement pour tout savoir, tout apprendre, tout Non. appréhender, tout anticiper. Non, et bizarrement, c'est un truc que c'est à l'opposé de qui je suis de base. Parce que C'est ça, je parce que suis tu dis que t'es quelqu'un. hyper curieux. Ouais. Et je suis quelqu'un, tu vois, je vais acheter une nouvelle caméra, je vais passer 2 mois À lire la notice. à fouiller tout ce qui existe Ah ouais. sur toutes les caméras pour savoir laquelle est la meilleure pour moi. Ah ouais. Je suis un cinglé de ça. Ah ouais. Franchement, je suis un autiste de ça. Tu peux demander à Jill, je passais des nuits, je me suis un peu calmé. J'ai toujours un peu ça, mais je T'as un passais peu des moins de nuits temps entières. peut-être. J'ai aussi moins de temps. Mais je passais des nuits entières à regarder, plutôt ça. Ah Je suis ouais. voilà, j'ai du mal à supporter l'idée que je vais acheter un truc qui va pas être le mieux pour ce dont j'ai besoin, tu vois. Et C'est presque maladif. Hein. Ah ouais. Mais du coup, pas du tout pour la grossesse, bizarrement. Je pense que parce que aussi je suis avec quelqu'un qui a déjà eu 3 enfants, Ouais. et donc je me repose T'es en évidemment confiance. beaucoup là-dessus, je suis en confiance. Après, par contre, j'ai fait vraiment tout le suivi de la grossesse avec elle. J'ai jamais raté une réunion avec les sages-femmes, à l'hosto, aucune écho, rien du tout. J'ai toujours été là. Et ça, t'aimais bien y être? Tu ouais. posais des questions? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Oui. Et là, ma nature ressortait beaucoup. Je posais des questions. Tu vois. Ah, c'est cool. Mais par contre, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu envie de me dire ah mais en fait c'est comme ça dans les premiers jours, il faut que vous soyez comme ça. J'avais envie de le vivre tout seul et de pas me faire un plan à l'avance pour ça, tu vois. Autant Après, je peux faire un t'étais plan à hyper l'avance pour un sécu. tournage, j'en ai rien à foutre, il faut le planifier. Mais pour la vie, tu vois, je fais pas vraiment trop de plans. Peut-être que tu te fais assez confiance. Je pense aussi. Et Je ça, pense c'est aussi. important de le dire. Je pense que Je tu te pense fais aussi. assez confiance en tant que personne, Ouais. saine, bien dans ses bottes. J'ai relativement confiance en moi et c'est un truc qui, dans ma vie professionnelle, c'est pareil aussi. En fait, je me suis jamais, inquiété de ce qui pourrait arriver parce que je me suis toujours dit, t'es pas débile, t'es débrouillard et t'arriveras toujours à faire un truc, tu vois. Il y a pas de, tu vas pas être à la rue demain, ça va être catastrophique pour toi. Tu vas toujours trouver un moyen de faire quelque chose. Ouais. Je l'ai toujours fait, j'ai toujours bossé parce que j'avais fait comme ça et il n'y a pas de raison que ça change en Ouais. fait. Et pareil ici, je me suis dit, bah en fait, je veux dire, on est quand même biologiquement fait pour ça aussi, tu Ouais. vois. Et tu vas avoir tes super pouvoirs de papa qui vont arriver du jour au lendemain. Mais oui. Tu vas l'apprendre comme ça en fait, tu vois. Ouais. C'est comme ça que je le voyais. J'avais pas trop, pour le coup, pas trop envie de me documenter. Et Gilles me disait toujours, ouais, il faut que tu lises ce bouquin-là. Elle a beaucoup lu, bizarrement, alors qu'elle était déjà maman de 3 enfants. Elle a énormément lu. Et tu lisais ce qu'elle te recommandait? Non, pas vraiment. Je crois que j'ai lu un bouquin. Pour lui faire plaisir, plus que pour moi, tu vois. Elle n'a pas de savoir maintenant. Oui, mais elle le sait. mais j'ai pas trop lu, non. Mais en fait, elle avait choisi, on avait choisi ensemble, bien sûr, de faire un accouchement naturel pour, Ah ouais. pour notre petite. Parce que et de faire aussi, elle avait déjà assez vite choisi de faire le mois d'or à la naissance de Charlie. Mais ça, tu connaissais pas. Non, ça pour le coup, tu vois, elle me l'a expliqué. Mais je préférais qu'elle me l'explique Ah, plutôt c'est que ça. je le lise, Ouais. tu vois. Elle me l'a expliqué, elle m'a dit, bah écoute... Mais ça, t'étais acteur, tu vois, quand elle te l'expliquait, tu oui, t'écoutais, bah, t'étais oui, réceptif. bien sûr, évidemment. Elle mais m'a c'est dit, ça. voilà, moi, après la naissance, j'aimerais bien prendre un mois où je suis énormément avec mon bébé tout le temps. Et aussi, le truc, c'est que elle a vécu cette grossesse comme une grossesse très différente de ses 3 autres enfants parce qu'elle était dans une autre posture et une Mais oui, autre évidemment. vie. Parce Et puis que la bon, parole se libérait aussi. Tu sais, le mois d'or, on en parle depuis que quelques oui, années. c'est Et ça. c'est toutes des choses qu'elle a peut-être puis pas les- pu faire Ouais, avant. Oui, et puis rien que la situation aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise C'est ça. dans notre situation Ouais, oui. que pour pouvoir se permettre de faire ce Mais genre de choses. évidemment. On est indépendant, donc on fait ce qu'on veut en termes Mhm. d'horaire, etc. Bon, évidemment, si tu ne travailles pas, tu ne rentres pas d'argent. Voilà, c'est ce qui est avec les indépendants. Mais en même temps, si tu as suffisamment bien planifié, travaillé avant, tu peux te permettre de te dire, bah voilà, ce mois-là, je le passe avec mon enfant. Et c'est quelque chose qu'elle n'a pas pu faire avec ses autres enfants. Ouais. Donc du coup, elle avait vraiment
et c'est pour ça qu'aussi Charlie n'est pas en crèche aujourd'hui, parce qu'elle veut vraiment vivre ses débuts avec son enfant comme elle n'a pas pu le faire à l'époque. Ouais. Donc elle a vraiment une grossesse et une naissance vraiment complètement différentes des autres enfants. Et toi, t'étais OK avec ça, par exemple, le fait qu'elle n'aille pas en crèche? Ouais. Oui, parce que en fait, moi, j'ai bossé avec Jill. Je bossais déjà avec Jill, mais j'ai toujours eu un boulot que je pouvais faire de la maison la plupart du temps. Bon, évidemment, quand j'étais sur la route, j'étais sur la route. Mais elle aussi, elle a un boulot où elle est à la maison. Donc en fait, ça se goupille plutôt bien. Après, on a quelqu'un qui nous aide à la maison aussi. Parce qu'on pourrait pas... Je veux dire, parce que franchement, c'est chaud. Ouais, Bosser avec un enfant à la maison, c'est dur. C'est vraiment de l'ordre du surhumain. Oui, c'est très dur. Et puis, puis vous en avez 4 à gérer au quotidien toute la semaine. Donc, t'as des fenêtres relativement courtes. C'est chaud. Mais c'est pour ça que je rigole quand je lis les commentaires de gens qui pensent que c'est facile, le métier que Jill a, par exemple. Tu vois, ayez déjà un enfant et pas de métier. Et on verra. Ensuite, ajouter un métier avec un enfant et maintenant faites indépendant. Et faites x4. Oui. C'est chaud. Donc c'est chaud de dingue. Mais on a quelqu'un qui bosse avec nous maintenant depuis 3 ans et qui nous aide beaucoup aussi avec ça. Un peu comme une fille au père ou... En fait, fille au père. Ou nounou à la maison, en fait. Ouais, plutôt ça. Plutôt une extension, un peu une extension de Jill, tu vois. Bah oui. D'une certaine manière. Mais les gars, c'est trop cool. Hein. Et c'est trop bien. Mais on est trop content d'avoir les moyens de pouvoir s'offrir ça aussi parce que ni l'un ni l'autre, on a envie d'arrêter de faire ce qu'on fait sur le côté, nos boulots, tu vois. Moi, je serais pas à l'aise dans un rôle de père au foyer, par exemple, tu vois. Il faut que cérébralement, je sois stimulé. Vraiment. Je dis pas que tes enfants peuvent pas te stimuler cérébralement, mais c'est autre chose. Ils te stimulent beaucoup cérébralement, même, un peu trop énormément. parfois. Mais moi, j'ai ce besoin d'être stimulé intellectuellement. Ouais. J'ai ce besoin de bosser quand même si je suis pas un bourreau du travail, nécessairement, tu vois. Je peux me contenter de moins, mais il faut que j'ai ce truc tout le temps. J'ai d'ailleurs du mal à pas être avec mes écouteurs en train d'écouter des trucs toute la journée dès que j'ai le temps, tu vois. Ouais. Dès que je suis dans ma douche, j'écoute. Dès que je fais la cuisine, j'ai toujours Je fais pareil, moi j'ai mon casque vissé sur mes oreilles. C'est parfois un peu compliqué avec Jill à cause de ça, notamment. Enfin, j'ai pris des mauvaises habitudes avec ça. Mais donc c'est sport de s'organiser et c'est pour ça aussi qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voudrait développer non plus professionnellement parce que juste le schéma familial le permet pas, tu vois. Une chose dans son temps. Aussi, chaque chose dans son temps, on pourra développer des trucs après qu'on peut pas faire maintenant, c'est sûr. Mais on essaie de faire au mieux avec le schéma qu'on a et on a la chance de pouvoir être aidé. Ça nous libère quand même du temps. Et puis moi, le fait que je sois venu maintenant à temps plein aussi, ça lui libère du temps aussi pour faire d'autres choses. Donc ouais, c'est cool. Là, on est bien. La petite va rentrer à l'école en septembre, donc ça va nous libérer aussi pendant la journée. Ouais. Donc on va avoir quelques heures où on va pouvoir vraiment être focus sur des trucs et développer d'autres choses. Mais ouais, c'est du sport. Sans blague. Mais je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, parce que j'ai quand même une question que j'ai envie de te poser concernant l'accouchement, surtout si c'était un accouchement naturel, à domicile ou pas? Non. J'ai pas voulu. T'as pas voulu? Ah, t'as pas voulu, c'est intéressant ça. C'est mon côté un peu trop, justement, terre à terre de me dire qu'il y a quand même peut-être beaucoup plus de chances qu'il y ait Mais là, tu te dis quand même qu'il y a des risques. Alors oui. que tu te disais... En fait, le truc, c'est que c'est un truc que j'ai jamais fait, que je maîtrise pas. Ouais. Jill, certes, a déjà fait 3 accouchements, mais sur les 3 accouchements, elle a eu Jude, donc le dernier, elle l'a fait en accouchement naturel aussi, mais à l'hôpital. Et dans un bain où elle caillait sa race pendant tout son accouchement, donc c'était pas non plus incroyable. Ouais. Ça doit pas être dingue. Et au début, elle voulait le faire à la maison. Et puis, en fait, le truc, c'est que j'étais pas forcément à l'aise avec l'idée parce qu'on était quand même à plus de 30 minutes d'un hôpital. Et que si ça partait en sucette à un moment, 30 minutes, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Tu vois. Donc, j'étais pas trop à l'aise avec l'idée. Et au final, vous avez trouvé un compromis. On a trouvé un compromis. On l'a fait au Cocon à Namur.
Au nid, pardon, au cocon. Oui, c'est le Je nid. raconte, c'est le nid, oui. Oui. Le cocon, parce que ça, c'est un petit cocon. Je C'est un petit validais, je cocon, disais cocon, voilà. oui, mais Ouais. c'est effectivement le Non, nid. c'est le nid. Oui. On a fait ça là-bas, donc c'est rattaché à un hôpital à Namur. Donc tu as cette partie supernaturelle avec sage-femme, Ouais. sans médecin. Ouais. C'est pas médicalisé. C'est pas du tout médicalisé, mais par contre, S'il y a tu changes besoin. de bloc, tu es à l'hôpital. Ouais, donc ça, ça. c'est trop bien. Ouais. C'était un peu le meilleur des deux mondes pour moi. Mm. Mais du coup, ça me permettait aussi, moi, d'être beaucoup plus impliqué dans l'accouchement, tu vois, parce qu'on l'a vraiment vécu à deux complètement, cet accouchement, pour le coup. T'as kiffé ça? Ouais. Ouais. C'était puissant, fort. Ouais, oui, c'était super puissant. C'était super puissant. On était serrés l'un contre l'autre pendant tout l'accouchement, tu vois. Oh. J'étais vraiment en soutien parce qu'elle elle a accouché en position semi-quatre pattes, donc disons à genoux, en se tenant d'abord sur des cordes, mais après sur moi, tu vois. Et donc, ouais, c'était super fort. Je pense qu'elle a failli me casser un bras, mais j'ai eu d'ailleurs mal de fou pendant des jours et des jours après, genre au genou. Parce que ça va, elle va t'accoucher. Mais c'est te dire à quel point on était dans un truc qu'on Mais a je gardé comprends, pendant ouais. des longues minutes et tout. Ouais. Et je m'en rendais pas compte. Et puis après, je me suis dit, putain, merde, c'est comme si j'avais fait un combat de catch, quoi. Ah bah ouais. Et ouais, c'était trop cool. Et puis j'ai pu faire du pot à pot. C'était super chill. On a eu des super sages-femmes aussi, qui étaient dans la volonté d'être le plus naturel possible. Après, on en a quand même dû percer la poche de Jill, parce qu'elle a tendance à faire des poches hyper épaisses. Et donc, c'était trop dur d'y aller naturel. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était un peu hardcore. Ouais. Parce qu'on sait que quand on force le perçage, Ouais, c'est plus douloureux que, ça fait un peu mal. que la normale. Et donc, elle a quand même douillé. Ah ouais. Enfin, toutes les femmes douillent, mais elle a quand même bien douillé à ce moment-là. Mais je pense que ça a quand même pas mal aidé aussi que je sois là et que je sois vraiment qu'elle puisse être là. Tu savais quoi ressentir faire, tu savais comment réagir ou ça. Tu vois, est-ce que tu as eu aussi un instinct un peu animal, naturel qui puisse te guider de comment accompagner Jill, ou tu étais plutôt, je sais pas trop quoi faire Non, je pense qu'il y avait cet instinct un peu quand même, parce qu'on s'est vite, comme je te dis, on s'est vite très fort juste soudés, quoi. Oh, c'est trop mignon, c'est trop était, fort, trop... Ah, incroyable. On était vraiment, c'est cool parce que les sages-femmes ont fait des photos, des petites vidéos et tout, et donc on était vraiment, l'un était agrippé à moi et j'étais à moitié mon cul assis sur la table d'accouchement, enfin si on peut appeler ça une table d'accouchement, Un support. Voilà, un support. Et ouais, on était vraiment collés. Très fort serré parce qu'elle me mettait toutes ces contractions et tout sur moi, donc oui, j'étais dedans avec, quoi. J'avais pas les sensations de ça, mais je les sentais dans mes bras, dans le serrage qu'elle avait et tout, ouais. Mais du coup c'était fort, ouais. Et du coup j'ai pu voir la petite arriver, j'ai pu directement prendre la petite aussi avec Jill, donc c'était trop bien, franchement. Tu te c'était un rappelles super accouchement. De ce que tu as ressenti quand tu as porté Charlie Jane dans tes bras pour la première fois, quand tu l'as rencontrée? Est-ce que tu as jeté ton regard dans son regard si profond? Les bébés ça s'appelle le proto-regard. Je ne savais pas. C'est l'avant-regard, quoi. C'est ouais, le regard originel. Exactement, ouais. C'est vraiment ça. Et j'ai vécu ça, mais je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai vraiment tu l'as eu comme ça? J'ai senti ça, où vraiment j'étais... Ouais, je revivais des choses. Et après, c'est une psy qui m'a expliqué ce que c'était. Je me dis, mais c'est tellement puissant, c'est tellement incroyable. Je suis pas sûr de l'avoir eu, mais déjà le sentiment de soulagement que ce soit bien passé et tout, et de joie évidemment d'avoir cette petite chose qui va bien et qui est là, et c'est génial. C'est un accomplissement, tu vois, c'est un aboutissement de plein de choses, surtout que voilà, avec le parcours des 2 fausses couches avant et tout ça, donc c'était trop bien, tu vois, c'est trop cool. Moi, je l'ai pas trop process à ce moment-là, je pense. J'ai mis un peu de temps. C'est normal, je pense. Et je pense que c'est peut-être un peu plus naturel pour la maman, parce que tu as le fait de l'avoir porté pendant autant de temps. Tu sais pas forcément. Non. En fait, on dit... C'est vrai que tu peux avoir complètement un truc où tu es un peu détaché de ça aussi. Mais on dit en fait que
l'instinct maternel, mais en vrai, c'est une fake news, ça n'existe pas, l'instinct maternel. Oui. Et alors, on dit qu'on a le coup de foudre immédiat quand notre enfant naît. Oui, pas Et du nécessairement. coup, les mamans, elles pètent des plombs parce Ouais, qu'elles ouais. se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, je sais. Je kiffe pas mon enfant. Oui, puis peut-être, t'as tous les trucs de baby blues et Et tout. puis, surtout, tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas. Ouais, c'est Et vrai. tu vois, tu tisses ce lien quand Mais moi, je me suis toujours dit qu'il y avait peut-être j'en sais rien, du coup, c'est sans doute faux, vu ce que tu dis, mais qu'il y avait quand même, vu qu'il y a ces connexions biologiques, tu vois, Oui, mais évidemment. tu as quand même pour le coup, De protection, pour je le papa, pense. ouais, peut-être. Tu as peut-être un instinct animal, du coup, de C'est ça. protection. Pour le papa, t'es, pour le coup, face à un étranger, Ouais. tu vois, que tu n'as pas porté, que tu n'as pas subi aussi pour tout ce que ça peut... Tu sais, ça peut te rendre mal au début, ça peut te... Voilà, t'as pas vu que tu n'as pas cette connexion biologique, moi, j'ai eu ce truc de... Ça m'a pas mis longtemps non plus à me sentir concerné, tu vois. Mais le tout début, j'étais trop content, mais je me suis pas dit instantanément, ouah, ma vie a changé, Non. tu vois. J'ai pas eu ça. Par contre, première nuit qu'on passe à l'hôpital, j'ai développé du stress de fou. Ah, là, t'as eu du stress. Ouais. De la peur, genre, tu vois. Ah ouais. Plus vite et plus fort que de la joie, tu vois. J'ai plus eu ce sentiment de ah putain, ok, Peur de quoi? qu'il arrive quelque chose de mal Ah. à notre enfant, tu vois. Et de se dire que là, c'est chaud, c'est là. Et en fait, même si tu cérébralises pas le fait que tu aies une connexion avec cet enfant, là-dedans, ça l'est, parce que tu es stressé. Tu es stressé qu'il lui arrive un truc, tu vois. Et première nuit, j'ai tellement mal dormi. Ah, j'ai stressé comme un fou. Surtout qu'elle avait tu sais, elle avait des glaires, et ça fait des bruits trop bizarres. Ça te réveille pendant la nuit. T'es là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de s'étouffer. Alors que c'est parfaitement normal et qu'on me l'a dit que c'était normal. Je le sais. Mais c'était, même moi qui suis très terre à terre, et si on me dit, bon, ok, un médecin me dit ça, ok, j'étais quand même pas à mon aise, quoi. Vraiment. Et donc, j'ai plus eu ce sentiment de stress au début. Surtout sur toute la période où on était à l'hôpital. Quand on est rentré, et vu que c'était un accouchement naturel, on a pu rentrer très vite parce qu'on a passé qu'une nuit à l'hôpital et on est rentré le matin qui suivait. Et dès qu'on est rentré à la maison, là par contre, c'était plus du positif qui venait dans ma tête plutôt que du négatif au début, de me dire oh putain merde, maintenant je suis responsable, s'il lui arrive un truc, tu vois, ma vie est foutue, tu vois. Ouais. J'ai un peu évacué ces trucs. Alors évidemment, en tant que parent, je pense que tu auras toujours ce truc de... Je pense que c'est colano-basque jusqu'à la fin de notre connais vie. ma mère, même à 18 ans, Même stressait. Même maintenant, elle stresse toujours. Voilà. Mais bon, maintenant, elle sait pas trop ce que je fais toujours dans ma vie, donc elle a moins ce stress. Mais à l'époque, quand tu sors en soirée, qu'elle était là, les mères, c'est... J'ose pas imaginer. Je pense plus la mère que le père, pour le coup. Je sais pas ouais. pourquoi. Bon, après, je dis ça, et tous les pères ne se ressemblent pas. Donc, Ouais. et il y a des pères qui ont sûrement le coup de foudre immédiat Mais pour leur évidemment, enfant. Tu vois, évidemment. C'est juste qu'on en parle déjà pas trop, je Non. pense, entre hommes. Non, mais c'est vrai ça. Ouais, Est-ce que tu en parles avec tes potes? Est-ce que vous en avez parlé? Moi, Est-ce que j'ai t'as de la posé chance des d'avoir des questions? bons potes. Mais tu as eu Ben dans le podcast, Ouais. c'est un de mes meilleurs amis. On a... Et il aime beaucoup parler de ça aussi, donc je pense que... on a de la facilité à en parler parce que c'est des choses... Et puis, on a plus ou moins tous dans notre groupe eu des enfants au même moment, plus ou moins. Donc, enfin, des enfants, Jill en avait déjà, mais on a tous eu un petit plus ou moins au même moment. Donc, c'est des conversations qui sont naturellement faites. Et puis, Ben et Mo venaient parler à Jill, demander des conseils à Jill souvent. Pareil avec Gaël et Dan, par exemple. Tu vois, c'était un peu la référence aussi pour ça. Et donc, ouais, on avait pas mal de conversations avec ça. Et puis, avec eux, avec eux, peut-être plus qu'avec d'autres. Quoique, un de mes meilleurs amis aussi d'enfance, on est assez ouvert à la discussion. En fait, je pense que j'ai de la chance d'être dans des groupes d'amis et tout, où il n'y a pas trop de tabous et on peut parler de pas mal de choses en c'est vérité. chouette. Et moi, ça me plaît, parce que moi, j'en ai pas, tu vois. Et même avec toi, on se connaît pas, tu vois. Ah et non. en fait, moi, j'aime bien parler de ça. Je voudrais te remercier de ta générosité parce que tu l'es. Avec plaisir. Et tu es très sincère. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur le fait où, au moment où tu as parlé de la nuit de la naissance de Charlie Jane, j'ai vu tellement d'émotions dans tes yeux.
Mais vraiment, ça m'a touchée en plein cœur. Tu revivais Il y a- vraiment il y a- l'instant. Il y a plein de... Oui, et l'accouchement, c'est des trucs qui peuvent me faire monter la larme aux yeux assez facilement. Bizarrement, alors, Jill pourra en témoigner, je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup ça, tu vois, de base. Mais il y a des triggers. Il y a quelques triggers dans ma vie qui font que... Mais par exemple, je suis une giga fiotte quand je regarde un film, par exemple, ou que j'écoute une musique. Je suis une pleureuse de fou. Mais bien plus que Jill, par exemple, tu vois. Ah ouais? Parce que ça, bizarrement, ça me touche, mais ça me foudroie. Ah Je te ouais. jure. Et en fait, c'est les émotions fortes. C'est pas nécessairement la tristesse ou la joie, c'est tout. Un truc super épique, par exemple, ça me monte les larmes instantes, quoi. Donc, j'ai un cœur, rassurez-vous. Oui, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai Donc un je cœur. voulais le souligner parce que c'est beau, en fait. C'est juste que c'est vrai que je l'exprime pas trop de base et que je suis peut-être pas nécessairement en couple très démonstratif. Je suis pas très romantique dans le sens 18e Tu fais pas siècle, tu des vois. petits dîners aux chandelles, Non, des pétales de rose. C'est pas du tout mon genre, au grand regret de Jill, je pense. Oui. Toutes les femmes rêvent du prince charmant. Je sais pas si toutes les femmes rêvent du prince charmant, mais je sais que, en tout cas, il y en a beaucoup qui ont été éduquées dans cette imagerie-là. Mon Dieu, oui. Et du mariage. Et moi, j'ai pas envie de me marier, mais voilà. Ah, tu veux pas te marier? Bah, en fait, pour moi, ça sert pas à grand-chose. Je sais que pour beaucoup de femmes, c'est une preuve d'amour, tu vois. Un peu la preuve d'amour ultime. Moi, je trouve perso que c'est plus le fait d'avoir fait un enfant avec quelqu'un. Ça te scelle à vie. Ça, c'est sûr et certain. A priori, plus qu'un mariage, qu'on peut défaire un peu facilement. A priori, un enfant, bon, c'est là pour rester. Voilà. Après, je suis pas non plus un débile. Si c'est quelque chose que ma partenaire a profondément envie, je ferai des concessions à ce niveau-là, tu vois. Si tu veux, cette séquence, on peut la couper. Parce que je sais qu'elle a... Non, elle le sait. Ah, parce qu'elle en avait parlé en story ou dans un de ses elle le vlogs. sait, elle a sur son vision board, elle a une demande en mariage chaque année. C'est ça, qui je est me au dis, milieu mais du j'ai pas tableau. envie de... Non. Non, mais ça arrivera. C'est juste que... en fait, moi, le mariage, j'ai du mal de base avec le côté tout religieux, tu vois. Ah ouais. Je suis pas du tout là-dedans. Tu peux fêter Vraiment l'amour. pas. Tu peux faire une big teuf et fêter l'amour. Exact. Mais du coup, est-ce que c'est marier? Est-ce que c'est devenir cohabitant légaux? L'équivalent du Pax, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Moi, c'est le côté mariage de base, église, truc comme ça. Mais ça me parle tellement pas, tu vois. Mais ça, je peux comprendre. Et mon mari, c'est pareil. Mon mari, moi, je l'ai tanné pour qu'on se marie. Alors, on s'est mariés pendant le Covid parce que je voulais qu'on soit mariés avant qu'on ait notre enfant. Mmh. Mais il comprenait pas non plus. Il me disait, mais c'est quoi ton problème? Ok, si tu veux, viens, on le fait. Mais en fait, tu sais, moi, en tant que femme, le fait de voir mon mari, en fait, du coup, cet homme que j'aime plus que tout, porter une alliance, mais quand je le vois avec son alliance, je te jure, ça me foudroie, quoi. Ouais, je comprends. Et Jill, elle a un gros trauma de l'abandon. Et donc, je pense que dans sa tête aussi, le fait d'avoir des alliances au dos à chacun, ça la conforterait dans l'idée que c'est une relation qui va durer, tu vois. C'est psychologique, ouais, je pense. Alors que bon, on a un enfant ensemble, encore une fois. Ouais. Bon, voilà, moi, je comprends. Voilà. Mais j'entends. C'est juste qu'on n'est pas du tout pareil à ce niveau-là. Mais c'est cool d'entendre ton point de vue et d'entendre... Mais je comprends pourquoi. Et parce qu'aussi, il n'y a rien à faire. Je veux dire, les femmes ont vécu dans un imaginaire qu'on leur a imposé pendant des décennies, qui était la maman qui s'occupe des enfants, qui se marie, qui a un mari qui rentre à 19h, pour lequel on fait son repas. Enfin, une imagerie qui est quand même assez dépassée aujourd'hui. Un petit peu. Et moi, je suis dans un schéma complètement inverse. C'est marrant parce que c'est elle qui ramène l'argent plus que moi, tu vois. Elle qui avait son business qui roulait bien, moi qui me mettais encore un peu dans des trucs bancals au niveau du boulot. Donc, franchement, c'est le strict inverse. C'est plus elle qui porte la responsabilité du foyer à ce niveau-là, tu vois. Mais il y a ce truc. Mais c'est comme les standards de beauté, comme la perception de la femme en tant que telle. C'est terrifiant à quel point on en est arrivé. Et malgré le fait qu'on arrive dans une période où la parole est vachement libérée, où les femmes sont beaucoup plus libérées, je trouve qu'il y a des trucs qui réenferment pas mal, notamment les réseaux sociaux, les filtres, tous les trucs qui changent ton apparence et tout. Je trouve que c'est une catastrophe. Et déjà que les femmes n'ont pas... Alors je dis les femmes, c'est pareil pour des hommes, mais je pense que c'est encore plus important pour les femmes. L'apparence et l'apparence que tu renvoies aux autres,
c'est une catastrophe pour ça, je trouve. C'est Non, c'est terrifiant. Et surtout chez les jeunes, tu vois. Non, les jeunes, c'est... Pour moi, ça devrait être interdit, mais depuis longtemps. Je crois qu'ils ont commencé à faire ça dans les pays nordiques. Ah ouais? Interdire les filtres? Ouais. Ah, trop bien. Et obliger les gens à mettre dans leur description de photo si ça a été retouché ou pas. Ah ouais. Ça peut être intéressant comme pour démarche. conscientiser les gens, ouais. Mais oui. Je trouve ça hyper important. Moi, je suis absolument contre les filtres. Ouais, les filtres marrants qui te... Oui, où t'as avec une le tête, chien. voilà. Et encore, le chien, ça est devenu presque un truc un peu... Parce que ça te lisse la peau, tu vois. En fait, Ouais, moi, c'est dès que vrai. ça lisse la peau, Ouais. dès que ça te bronze un peu plus, dès que ça te change la couleur des... Enfin, je trouve ça terrifiant. T'imagines les pauvres gamines et gamins qui, toute la journée sur Snap, ont ça. Et le soir, ils se revoient dans leur miroir. Et en Ouais, fait, non, c'est pas du tout la même personne. Ouais, non, c'est Moi, ça chaud. me terrifie. Non, c'est Moi, hyper je chaud. suis assez à l'aise avec mon apparence. J'ai pas de problème et tout. Je m'accepte comme je suis. Mais pour les gens qui ont plus de mal et tout, putain, c'est une catastrophe. Vraiment, Non, c'est très chaud. c'est l'enfer. On a encore bien divergé. On a bien divergé, mais on va revenir à nos moutons. Du coup, te voilà papa. Qu'est-ce que tu vois, donc, voilà, les premières semaines passent, vous prenez vos marques, etc. Est-ce que tu ressens est-ce que tu agis différemment avec Charlie Jane et les enfants, les 3 autres enfants de Jill? Non, je pense pas. Ou est-ce que la relation change peut-être avec les enfants de Jill? Est-ce que tu deviens... C'est bizarre ce que je veux dire. Un papa Deviens pas un homogène, papa. tu vois? Plus Non, beau-père. non, je pense pas. Je pense pas que je le serai un jour vraiment. Tu vas de la jamais même remplacer manière, leur tu vois. papa, hein? Non, C'est pas ça que je sûr. dis, mais... Mais même dans ma perception des choses, dans la relation que j'ai avec eux, ce sera différent qu'avec Charlie, c'est sûr. Mais pas nécessairement dans les faits. Je vais dans la connexion émotionnelle que je peux avoir avec, tu vois. Oui, ben, c'est mon sang, c'est pas mon sang, tu vois. On a un lien biologique et on n'en a pas. Mais par contre, là où je veux mettre un point d'honneur à suivre un credo, c'est de ne pas éduquer différemment les uns et les autres, Ouais. tu vois. J'ai pas envie d'être dans une famille où, parce que c'est ma fille biologique, elle a plus de privilèges que les autres, C'est ça. par exemple. Ça, je veux pas du tout. Non. Et puis, de toute façon, je suis avec la maman des uns et des autres. C'est Donc, ça. il faut un truc harmonisé, je trouve. C'est ça. Ça doit être Et, homogène pour ça les doit 4. être homogène, sûr et certain. J'ai pas envie qu'il y ait des sentiments de « Ah oui, mais Simon, il s'occupe mieux, en fait, C'est ça. il fait pas ça avec moi. » Non, moi, je suis pas parfait dans ma relation avec les enfants. J'essaie de faire ce que je peux en tant que beau-père. J'essaye d'être là, de faire des choses avec eux, de les aider dans leur scolarité. Tu t'occupes de la semaine aussi? Bien sûr, oui. Oui, je vais pas dire que je suis autant impliqué que Jill, tu vois, parce que voilà, mais je suis très impliqué avec les enfants, tu vois, et notamment sur le suivi scolaire, notamment, bon, ça concerne plutôt l'été, mais on est un peu tous fans de foot, on joue pas mal ensemble, tu vois. Là-dedans, bon, Bella est déjà plus grande, maintenant elle va avoir 15 ans, elle est dans sa phase d'ado, elle est dans sa chambre, tu vois. Bon, c'est toujours plus compliqué à cette période-là de tisser des liens, mais c'est pas grave, ce sera pour la suite, tu vois. On s'entend très bien, c'est pas ça. Oui, bien sûr. Mais là, elle est dans sa phase où voilà, c'est plutôt petit copain, ami, etc. Voilà, c'est normal. On a tous une autre, c'est une ado. Comme ça. Exactement, c'est une ado. Mais ça, non, franchement, ça se passe très bien. Moi, je suis toujours parti du principe que si je vivais avec eux, je devais avoir une certaine autorité, tu vois, et d'avoir presque autant d'autorité que leur mère à la maison. En fait, pas presque autant, d'avoir autant d'autorité que leur mère à la maison, parce que on agit d'être comme reconnu, en fait. Ouais, c'est déjà. ça. Et ça a quand même aidé le fait que je les rencontre quand ils aient 4 et 6 ans, parce que du coup, ils m'ont tout de suite vu comme un adulte, contre quelqu'un qu'il fallait obéir aussi, etc. Pas que je sois un militaire, tu vois. Oui, j'allais dire, tu veux pas avoir un rapport de domination avec les enfants. Même si je suis un peu plus strict que Jill, de manière générale, je pense. Ouais. Certaines choses, ouais, je crois. Mais j'ai toujours eu à cœur de me dire, OK, t'as envie d'être respecté. J'ai cette place, il faut que je me fasse respecter dans cette place. Il faut pas que je dévie de mon truc, tu vois. Il faut pas que j'abuse ou quoi que ce soit. De toute façon, je me permettrai jamais. Mais il faut que je puisse être là et qu'on me respecte autant qu'ils respectent leur mère, tu vois, ou leur papa. Parce que sans ça...
Tu trouverais pas ta place, ça Je fonctionnerait trouverais pas. pas ma place, et puis d'avoir des... Bon, je l'aurai certainement un jour. Je l'ai déjà eu une fois avec Bella, mais pas avec les autres encore. De toute façon, t'es pas mon père, Ouais. qu'est-ce que tu racontes, tu vois. T'es prêt pour ça? Je l'ai déjà eu, je l'ai déjà vécu une fois, là. Mais c'est pas grave Tu l'as pour vécu moi. comment? Ou Bah, peut-être tu veux pas en parler parce que non, c'est ça me la vie dérange privée pas. de Bella. Non, je veux pas nécessairement parler de pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça ou Ouais. quand, tu vois, mais c'est juste que comment moi je l'ai vécu, je l'ai pas mal vécu parce que je m'attendais un jour à le vivre, tu vois. Mais c'était un peu évident que ça allait arriver. Oui, et puis c'est vrai que moi je ferme pas ma bouche de manière générale, donc je donne mon avis sur beaucoup de choses et ça l'emmerde beaucoup. Elle me dit tout le temps que j'ai toujours un truc à dire, ce qui est pas faux, hein. C'est un peu un défaut que j'ai. Mais du coup, en fait, on en parle. Même avec Bella, ce qui est cool, c'est elle est très mature, donc on en discute, tu vois. Ça nous est plus souvent arrivé de nous disputer, nous deux, qu'avec les garçons, qui, eux, pour le coup, me considèrent, je pense, vraiment comme un papa abyss, tu vois, parce que on a cette relation de mec et que ça a été plus facile à tisser plus rapidement. Avec Bella, moi, je suis quelqu'un qui peut être très sanguin aussi à plein d'égards. Ça se voit pas forcément comme ça, mais pour des bêtes trucs, je peux partir dans les tours. Et j'avoue qu'elle a un chic d'être très forte là-dedans. Je vais demander à sa mère qui aussi a vécu quelques situations un peu épicées. Euh, mais par contre, ça retombe vite et on en parle, tu vois. Je vais la voir dans sa chambre, on discute. Et Mais c'est voilà ça. pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'étais comme ça. Ouais. On en discute. Moi, de toute façon, je laisse jamais un truc pourrir comme ça. Je suis pas du tout de ce clan-là. Et je suis pas du tout rancunier sur quoi que ce soit. Ça monte vite, ça descend vite, en Mais général. c'est ça qui est important. À partir du moment où il y a la communication, je pense que Ouais. c'est OK. Oui. C'est fluide et ça va. C'est trop important pour moi, la communication. Mm. C'est vraiment le centre de tout. Et Puis avec comme Jill tu aimes bien aussi, parler, du coup... Ouais, je fais souvent des monologues, malheureusement. Parfois, j'aimerais bien avoir un peu plus de communication à deux. Mais c'est important pour moi de mettre les choses à plat. Il n'y a rien de pire que de laisser pourrir un truc et puis qu'un jour, pour une bêtise, tu vois, ça pète dans des proportions débiles et que ça a des conséquences alors que ça aurait pu être vraiment pris avant et discuté avant et trouver une solution, tu vois. Au fond. Donc ouais. Mais donc, ouais, non, je me vois éduquer ma fille comme je me vois avec les enfants aujourd'hui, tu vois. Pas autrement. Je pense que je serais pas différent. Parce que c'est comme ça que je suis. Je joue pas un rôle, en fait. Je suis comme je suis avec C'est ça, les enfants c'est toi-même. de Jill depuis le début, de ce que je considérais bien par rapport à ma place dans la famille. Ouais. Et ce sera pas différent avec elle parce que c'est moi. Ouais. C'est comme ça que je suis, tu vois. Est-ce que ta relation avec Jill a changé, donc la relation de couple a changé, évolué depuis que Charlie Jane est là? Je sais pas si elle a évolué depuis que Charlie est là. Elle a évolué, bien évidemment, parce que ça fait Ou est-ce qu'elle a été 6 ans. impactée, tu vois? Bah, dans le sens où on a peut-être un peu moins de temps pour nous, oui. Et que donc, nécessairement, il y a peut-être un peu moins de... Il y a peut-être moins il y a un peu moins d'intimité, c'est évident, quand tu as un enfant, surtout un enfant en bas âge, c'est difficile de se retrouver des moments à deux. Ce qu'on essaye de faire de plus en plus d'ailleurs, on essaye cette année-ci de mettre un peu le focus là-dessus, parce que l'année dernière c'était fort enfant et boulot, c'était très Oui, lourd parce que, en fait, en charge de travail. il y a un peu des limites entre le boulot, la vie quotidienne. Enfin, c'est tout le temps, C'est en dur, fait. hein, ouais, Bah oui, c'est dur. Surtout à partir du moment où, par exemple, tu as une chaîne YouTube qui fonctionne bien et qui est basée sur des vlogs, j'allais dire. c'est un peu tout le temps. Parce que votre T'es un peu tout le contenu, temps dedans. c'est votre vie quotidienne. Exact. Donc, la limite, elle est un peu compliquée. J'essaie de l'imposer un peu aussi par notamment couper des notifications à partir d'une certaine heure, tu vois, essayer de plus trop aller voir les réseaux, les trucs, les bazars à certains moments. Après, bon, tu vois, on sort des vidéos tous les 3 jours sur la chaîne Vlog. Ouais, c'est intense comme rythme. On sort une vidéo par semaine sur la chaîne principale et ça sort le dimanche. Donc, ça veut dire que le dimanche, on est là, même le samedi, à valider des vidéos, trucs. Donc, en fait, il y a jamais... De toute façon, on est indépendant. Donc, quiconque est Vous bossez indépendant tout le connaît. Tu bosses à peu près tout le temps. On se dit, c'est bien, on va se libérer d'un patron et tout. Quand on a... Enfin, moi, je l'ai jamais connu, mais c'est ce qui se dit en général. On va pouvoir faire nos propres horaires et tout. Mais en fait, c'est pire. En termes T'arrêtes d'horaire, c'est jamais. pire. Non, jamais. Et puis au-delà de ça, ta charge mentale est différente. Tu rentres pas chez toi le soir et tu te dis, bon,
c'est bon en fait. C'est fini, je peux non. clapper mon ordinateur et j'y pense plus. Ça n'existe pas, Non. ça, en tant qu'indépendant. Même le soir, vous êtes... Ah oui, non, mais vous allez vous coucher, vous en parlez, quoi. Bien sûr, évidemment. On essaye de se donner des limites, mais c'est difficile parce que, ouais, surtout maintenant qu'on est vraiment impliqué à fond à deux dans les projets, bah, c'est notre vie la plupart du temps. Donc Mais ça vous soude, finalement. ça nous soude, ça nous fait nous disputer un peu aussi, hein, Je veux plus dire, qu'avant. vous fightez... En fait, si je dois analyser l'année dernière, je dirais qu'on s'est quand même plus disputé l'année dernière que les autres années. Mais ça a été peut-être trop intense ou... Peut-être que c'était... après, c'est jamais des trucs graves, encore une fois. Mais... Puis la fatigue, vous aviez un bébé. Ouais, puis la fatigue, évidemment. Puis Jill a fait un début de burn-out aussi l'année passée. Donc, c'était pas non plus évident pour elle. Elle a eu 2-3 trucs qui l'ont un peu impacté sur les réseaux, des bad buzz, des trucs comme ça, qui l'ont pas mal impacté psychologiquement parlant. Donc, c'est vrai que c'était pas une année facile, 2024, clairement. On espère que 2025 se passera mieux. Mais c'est vrai que le fait de rajouter en plus le fait qu'on bosse ensemble tout le temps et que on est quand même très différents en termes de personnalité, en termes de façon de fonctionner. Donc chacun, je pense, reste parfois un peu cantonné sur ses principes. Et C'est pas plus mal. c'est pas plus mal. Je pense qu'on est assez complémentaires au final, tu vois, en vrai. Mais il y a certaines fois où ça se clash un peu parce que je peux trouver que comment elle fait, c'est con, et inversement. Et voilà. Et on lâche pas l'affaire, ni l'un ni l'autre, souvent. Et puis on se gueule dessus, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Est-ce que vous faites des meetings ? Non, pas trop, mais je pense qu'il faudrait. Ouais. Je pense Genre vraiment des status, tu vois, je m'étais dit... En fait, le truc, c'est qu'elle m'a fait une réflexion il y a pas longtemps où... elle m'a dit un truc et ça, c'était par rapport à la communication. Et vu que moi, je gère presque tout en termes de vie de la boîte, de la coordination, etc., et qu'elle fait son contenu, tu vois, il y a un moment où elle m'a dit « Ouais, mais tu sais, à cette période-là, j'aurais bien aimé, par exemple, que tu me dises d'emblée, vas-y, on va dire à nos partenaires que c'est mort, on va arrêter ça parce que c'est compliqué, c'est un peu trop. » Et en même temps, moi, j'étais là à dire, ouais, mais en fait, tu me le fais pas ressentir non plus, tu me le dis pas. Donc, est-ce que je dois le sucer de mon pouce ou pas ? Donc, il y a un truc au moment de la communication qui se passait pas trop bien, tu vois. Peut-être que l'un ou l'autre aurait dû percevoir un peu mieux, lire un peu mieux les signaux, tu vois, c'est sans doute. Mais je me dis que du coup, le fait de se parler un peu plus souvent, de se mettre un cadre, de se dire, cette journée-là, on se discute. On discute du prochain mois, 3 prochains mois, j'en sais rien, de se dire, on accepte ça, mais on n'accepte pas plus que ça, parce que sinon, ça va devenir compliqué à gérer, tu vois. C'est vrai que, et surtout fin d'année, pour les créateurs de contenu, c'est vraiment les pires périodes. Fin d'année, c'est très compliqué. Surtout qu'elle a eu cette brillante idée de vouloir faire et des vlogs tous les jours en octobre, et des vlogs tous les jours en décembre. Donc, on a eu un dernier trimestre de débile. C'est très bien, la boîte a très bien tourné, hein, c'est super, hein, mais donc du coup... Vous avez développé votre boîte. On a développé la boîte, mais au détriment de notre santé mentale commune. Donc, je pense qu'on va essayer de faire les choses un peu plus intelligemment ou de manière un petit peu plus organisée, même si c'est quand même déjà vachement plus organisé qu'avant. C'est des learnings, ça. Exactement. Tu peux pas savoir sans l'avoir fait. Tu vas, tu notes et t'adaptes. Exactement. On fonctionne par itération, c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Et tu peux dire, voilà. Et puis c'est pas des boulots où tu peux avoir des process qui sont, oui, encore une fois, organiser un tournage, mais c'est tellement du perso, du truc, c'est pas un truc que tu peux trop cadrer, tu vois. Oui, parce que sinon, c'est plus l'authenticité et ça marcherait plus. Non, exact, tout à fait. Non, c'est compliqué, franchement, ce que vous faites, c'est chapeau, les gars, parce que pour ça, c'est pas évident. Je vais pas dire que c'est le métier le plus dur du monde, hein, loin de là. Il y a des gens... qui bossent comme des chiens et qui sont pas du tout reconnus à leur juste valeur, que ce soit financièrement ou dans la société, tu vois. Mais ça n'empêche que c'est un boulot ça demande beaucoup de travail, en fait. Évidemment. Beaucoup de travail qu'on ne voit pas forcément quand on regarde juste le résultat final. Mais ça demande beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'implications. D'implication, ouais. Et quand tu as 4 enfants à la maison, c'est pas évident. Et je trouve qu'on s'en sort bien.
Et comparé à d'autres, on fait quand même beaucoup, malgré les contraintes qu'on a. Et je suis assez content parce que je pense qu'on arrive tout doucement à un équilibre où on se dit, OK, là, on peut tenir ça, c'est notre vitesse de croisière, tu vois. On va éviter de trop la presser. De temps en temps, pourquoi pas, quand c'est des grosses périodes, quand on a des bonnes opportunités à gauche ou à droite, ça vaut parfois la peine de les saisir. Mais à l'inverse, on peut aussi se dire que y a parfois des opportunités qu'on ne va pas prendre parce que ça va nous mettre un peu dans la merde et ça va nous bouffer de la santé, des crédits quoi, de vie. Des crédits de vie mentale surtout. C'est important, les petits cœurs de Zelda. Il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Mais est-ce que tu es plutôt matin ou nuit ? Nuit. J'étais obligé de devenir matin en étant père. Ah bah oui. Et en étant beau-père. Ah bah oui. Parce qu'avant, j'avais vraiment des horaires de débile. Ah ouais ? Ouais. Bah oui, en même temps, tu bossais dans la musique, Ouais. les concerts. Je bossais majoritairement avec un gars qui se levait à midi, donc ça ne servait pas à grand-chose de travailler avant, en fait. Ouais, ok. Maintenant, et du coup, tu m'as dit quoi ? Je suis toujours plutôt nuit parce que c'est quelque chose j'adore la nuit en fait. Dans ton essence, t'es nuit, Ouais. mais on t'a forcé à devenir matin. Et en vrai, oui, on m'a forcé de matin, mais je suis pas non plus nécessairement matin. C'est juste que la force des choses fait que je dois me lever le matin. Tu vois, on essaie de se répartir. Bon, j'avoue que la balance penche un peu plus du côté de Jill, mais on essaie de se répartir un petit peu les levées le matin avec les enfants. Voilà, on a la chance que la petite fait des bonnes nuits. Donc c'est les autres, mais il faut faire les tartines, il faut aller vérifier que tout est dans les cartables, tu vois. Enfin, voilà. La vie de ce daron. que mes parents faisaient pour nous à l'époque, et voilà, c'est normal. T'es plutôt café, thé ou Red Bull ? Plutôt thé, je dirais. Ouais. J'aime pas le café. Ok. J'adorerais aimer le café. Ah ouais. J'adore l'odeur du café, j'aime pas le café. Ok. Et Red Bull, non, c'est de la merde. Ça, Red Bull. Ok. Ou autre chose ? Non, pas tant. Alors, je suis pas un immense buveur de thé, mais si je dois en choisir, c'est plutôt du thé. Ouais, clairement. Ok. Livre, podcast ou série ? YouTube. Ouais. YouTube numéro 1 et séries et télé, et films. Ça, je suis très grand cinéphile, j'adore ça. Ok. Et j'avoue que en fait, YouTube, ça va occuper ma pré-soirée, c'est-à-dire pendant que je cuisine, parce que c'est moi qui cuisine à la maison. Et puis ensuite, c'est film ou série. Et puis ma deuxième partie de soirée, c'est YouTube. De nouveau, tu vois. Je vois. Jill a un horaire, elle a besoin... elle, fin de journée, elle est clacasse, à juste titre. Moi, j'arrive à me gérer avec un peu moins de sommeil, donc je vais dormir un peu plus tard qu'elle. Et donc, du coup, pendant ces périodes-là, j'ai mon petit YouTube. Voilà. Très bien. Est-ce que tu es plutôt anxieux ou relax ? Relax, clairement. Le mot que tu répètes le plus, ou la phrase que tu répètes le plus en une journée ? Je crois que ça doit être des insultes. Ah ouais, genre quelle insulte ? Je jure beaucoup, moi. Ah ouais ? Ouais, genre putain, à mon avis, ça doit être... ouais, je crois que c'est devenu une ponctuation, je pense. Ok. Ouais, je pense. Et d'ailleurs, c'est pas très bien pour la petite parce qu'elle a déjà sorti 2-3 trucs. Bah oui. Ouais. Ok. Je pense que c'est ça en plus. Mais c'est pas grave. Ok. Le plat que tu cuisines le mieux ? J'ai ma petite spécialité, c'est le spaghetti bolo du lundi, où j'ai ma petite recette qui fait des ravages. Du coup, bolo ? Eh ben oui, mais vu que je peux pas la faire cuire longtemps à l'avance, c'est la bolo de Jill cette fois-ci. Ah ok. Donc on verra si les enfants sont déçus ou pas. Non, mais ils attendent mon bolo avec grande impatience tous les lundis. Ah ouais ? Ouais. Et j'ai eu l'aval de la maman de Jill qui est italienne et qui fait un très bon spaghetti aussi. Donc c'est un peu mon truc, ouais. Ok. Mais j'adore cuisiner de manière générale. C'est un truc que j'aime beaucoup. Ah ouais ? J'ai pris cette charge à la maison. Okay. Passion, je sais pas, parce que je suis pas non plus dans le délire de créer des recettes et tout, mais j'aime bien cuisiner en vrai. Okay. Ça m'occupe. Tu peux regarder YouTube en même temps. Ça me permet d'écouter des vidéos en même temps. Exactement. Mais donc tous les soirs je fais ça à la maison. Ok. Un super pouvoir de daron caché. Oh punaise. Un super pouvoir de daron caché. Un super pouvoir caché de daron. Ah, c'est dur ça. Ouais, c'est dur. Parce que même moi, je me dis... C'est un super pouvoir de daron. Non, je sais pas, ça va être plutôt... faire divergence, peut-être, je dirais. Ouais, tu vois. La capacité de pouvoir, tu vois, éteindre une crise en disant « Ah, mais regarde, un oiseau !» Déporter l'attention. Ouais, moi, c'est plutôt avec l'humour, en général, que je fais ça, tu vois. L'humour, c'est un super pouvoir. J'apprends des chansons à ma fille
c'est assez drôle. Par exemple, je lui ai appris une chanson et c'est la chanson qu'elle fait tout le temps. Quand je la changeais depuis tout petite, je lui dis c'est la chanson de changer le cul. Et donc maintenant, elle répète toujours changer le cul. Changer le cul. Et je la prends, je dis bon, on va se changer. Elle dit changer le cul. Trop bien. Et elle dit, genre, quand elle est chez ma mère ou quoi, elle dit bon, pas changer le cul. Hein. C'est très drôle. Il y a des trucs comme ça qui me font rire. Bien. J'adore pouvoir planter des petites graines comme ça qui restent. C'est très très drôle. Mais figure-toi que mon mari, il dit par exemple tout le temps gros baiser. Ah ouais, quand il dit ok, c'est encore un autre level là. Gros baiser, tu vois, quand il voit Donald Trump, il dit ah ouais, lui c'est un sacré gros baiser. Et ce week-end, j'étais avec mon fils et il dit à sa pote, donc 3 ans et demi, une discussion de 3 ans et demi, de 2 enfants de 3 ans et demi. Et alors je les entends. J'entends Milo dire ah ouais, gros baiser. Et du coup, l'autre enfant qui répond gros baiser. Incroyable. Et j'ai nié l'affaire. Mais ça, c'est mon rêve. Hein. Je te jure. Mais c'était mon rêve aussi. J'ai une passion pour des enfants qui disent des trucs qu'ils peuvent pas dire. Je trouve ça gros baiser. Incroyable. Tout comme j'ai une passion pour les compilations d'enfants qui se cassent la gueule. Je trouve ça. Ah, ça c'est drôle. Je trouve ça génial. On partage la passion avec Ben d'ailleurs. On s'envoie très souvent des instas d'enfants qui se cassent la gueule. Bon, toujours gentiment, bien évidemment. Évidemment. Mais je trouve ça très très drôle. 10 minutes en avance ou 30 minutes en retard? Je suis plutôt légèrement en retard, mais pas 30. Ok. Pas 30. Genre 5. Mais ouais, je vais toujours être sur le fil. Ok. Ça a toujours été un peu ça. J'ai toujours pris mes trains sur le fil. Ah ouais. Tu vois, je calculais, quand je faisais des allers-retours à Bruxelles, quand j'étais en côte, je calculais vraiment, ok, il me reste 3 minutes. Je sais que j'ai le temps de prendre mon ticket de train et d'aller là. C'est débile parce que vraiment je joue avec le feu parfois, mais ça rentrait quasiment tout le temps. Donc c'était voilà. Un fun fact à partager sur la paternité, tu veux dire? Ouais, n'importe. J'avais le changer le cul qui était pas mal. C'était pas mal celui-là, j'avoue. Mais il y a autre chose aussi, c'est avec elle dit un autre truc qu'on dit pas mal avec Jill d'ailleurs. On dit fucking hell, tu vois. Ah ouais. Et elle le dit. Elle le dit souvent. C'est mignon. Mais c'est vrai, quand ils vont rentrer à l'école et qu'ils vont dire ça, c'est... Oui, c'est ça. Mais bon, après, ils le font tous, tu vois. Ouais. Et puis, j'ai jamais autant appris de gros mots qu'à l'école. Hein. J'avoue, mais t'es quand même gêné quand il dit tu verras, il a quel âge le tien? 3 ans et demi. Bah, tu vas voir quand il va arriver là en primaire et tout, et qu'il va revenir chez toi et qu'il va te dire des merdes, des putains, des trucs. Mais il a pas besoin d'aller à l'école. Mais non, j'imagine bien. Mais cata. Moi, je me souviens que mes parents m'ont pas éduqué avec des gros mots. Je peux te dire que j'en ai. Voilà, j'avais un bel arsenal quand je suis rentré de l'école. Mais oui, mais après, c'est quand même chouette. Tu vois, et moi aussi, j'ai un peu honte de le dire parce que quand même, je suis l'hôte d'un podcast parentalité, mais je suis un peu fière, tu vois, quand mon fils il dit ce genre de trucs. Non, mais c'est génial. Enfin, c'est horrible. Oui, ok, ça devient chiant s'il le dit tout le temps. Mais s'il le sort de temps en temps, parce qu'il l'a entendu, c'est hilarant déjà. Ouais. Moi, j'aurais du mal à garder mon calme si ma fille revient et elle me sort une insulte de fou. Non, c'est vrai que c'est drôle. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo je crois que c'est des Marseillais, d'un daron qui va mettre son enfant à l'école. Il doit avoir 5-6 ans. Et il veut pas aller à l'école, il hurle à la mort, tu vois. Et il dit, papa, mange tes morts. Oh, putain. Si, je l'ai vu ça. C'est drôle. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit un truc avec encore un autre truc avec ses morts. Et je suis là, mais je me pissais dessus en regardant ça. Moi, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, évidemment, s'il dit ça tous les jours dès que tu l'engueules, bon, un peu relou, mais voilà. Et mon fils, il dit aussi maman, t'as un grand cul rempli de caca. Ça, par exemple, c'est génial. Moi, j'adore. Voilà, pour les petites anecdotes. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Voilà. J'adore. Mais écoute, pour terminer le podcast, parce que sinon, vraiment, on va rester ici 4 heures et David va pas être content. Oui. Il y a un moment où il faut clôturer. Il y a un moment où il faut arrêter. T'inquiète. Si toi, tu vas avoir 4 heures de rush derrière, tu vas être là. Ça va être un peu relou. On va faire part 1, part 2. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu aimerais qu'on te pose? Qu'on m'a jamais posée, je sais pas. Non, on me l'a déjà posée, mais on me la pose peu. Et c'est aussi simple qu'un ça va. Genre, est-ce que tu vas bien, tu vois? Genre un vrai. Pas un ça va tu croises quelqu'un, tu fais ça va, ouais, ça va, et toi, ça va. Un vrai ça va. Parce que, comme je le disais, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup écouté les autres. Ouais.
beaucoup servi de psychologue, etc. aux autres. Mais pas que c'est une nécessité nécessairement, mais quand je réfléchissais à cette question, je me suis dit en vrai, alors ouais, ma mère par exemple va me poser la question, tu vois, de temps en temps, mais très peu. Genre par exemple dans mon milieu professionnel, je crois qu'on m'a jamais posé la question une Non, seule fois. c'est pas un vrai ça va. Jamais. Ben non. Euh, Les gens prennent plus le temps. Enfin, on prend plus Ouais. le temps. Ouais, déjà, oui, c'est clair. Et ouais, donc ce serait aussi simple que ça. Mais en vrai, c'est un vrai ça va intéressé, c'est quand même relativement rare, hein, je À trouve. fond. D'ailleurs, j'ai envie de terminer le podcast par cette question. Comment tu vas, Simon? Écoute, ça va. C'est pas le meilleur ça va. Parce que, comme je t'ai expliqué plus tôt, l'année 2024 était un peu compliquée. Mm. Moi, j'ai fait une transition de job. J'ai quand même laissé de côté un métier qui me passionnait beaucoup, même si j'étais un peu arrivé au bout de ce que je voulais faire, etc. Mais voilà. Et puis le fait que, voilà, on est dans un schéma familial qui était chamboulé avec une petite depuis 2 ans, que je suis, mine de rien, tu sais, toujours dans un schéma familial que j'avais pas envisagé de base et auquel je m'adapterai toute ma vie, en Bah fait, oui. tu vois. Je serai toujours dans une adaptation avec des moments où je trouve ça génial et des moments où ça me frustre un peu de pas pouvoir vivre un autre type de... Enfin, on a tous ça, tu vois. On a Peu tout importe, ça. Non, peu mais importe ça- notre vie, tu vois. Ouais. Moi, Je l'ai aussi. tu sais, quand je me projette dans un couple avec enfant, j'ai évidemment toujours dans un coin de ma tête, ah putain, imaginons, Jill n'avait pas d'enfant, on aurait eu un enfant, les trucs de fou qu'on aurait pu faire parce qu'on aurait été plus libre, etc. Normal, évidemment. Il y a des fois où ça revient un petit peu plus dans mon esprit et que d'autres. Après, je suis très content de la situation que j'ai aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment pas à plaindre. Mais ouais, je pense que 2025 va être mieux. En tout cas, je te le souhaite. Merci. Merci beaucoup pour ta Merci générosité. à toi de m'avoir accueilli, c'était trop bien. Ouais, c'était cool. À bientôt. À bientôt.